Oui, c'est la première diapositive. Donc la première partie, c'est sur les bactéries des méningites. Et donc vous avez sur cette diapositive, est-ce que je peux... Oui, je peux. Donc vous avez donc dans les infections bactériennes du système nerveux central, comme vous avez le cerveau qui est entouré par les méninges, vous pouvez avoir soit une infection des méninges, et c'est les méningites, et c'est véritablement la grande majorité des infections bactériennes du système nerveux central. Et puis vous pouvez aussi avoir une atteinte du parenchyme cérébral qui va être responsable d'un abcès du cerveau et puis éventuellement d'une encéphalite. Mais dans ces cas-là, l'encéphalite, qui est une atteinte beaucoup plus diffuse que l'abcès du cerveau, est en général associée à une méningite, et donc le nom propice, c'est une méningoencéphalite. Donc, juste un point de détail. Vous pouvez être infecté par beaucoup de bactéries. Il y a beaucoup de bactéries qui peuvent donner des septicémies. Il y en a très très peu qui peuvent donner des méningites. Vous savez qu'au cours d'une septicémie, vous pouvez avoir des localisations métastatiques qui peuvent être des arthrites, qui peuvent être des abcès cutanés, qui peuvent être des endocardites, etc. Mais très peu des bactéries ont la capacité à vous donner une méningite. Pour une raison essentielle, parce que vous avez une barrière entre le sang et le cerveau. Une barrière véritablement physique. C'est-à-dire que si vous injectez du bleu de méthylène à un cobaye, par exemple, vous allez colorer l'ensemble du cobaye en bleu, sauf le cerveau. Si vous voulez colorer le cerveau en bleu, il faudra injecter le bleu de méthylène directement dans le liquide céphalorachidien. Il y a donc une barrière physique, et l'essentiel de cette barrière physique est représenté par la microvasculature au niveau cérébral, qui est tout à fait particulière. On ne va pas rentrer dedans, puisqu'elle a des jonctions serrées et qui permettent de sceller les espaces intercellulaires entre les cellules endothéliales. Donc c'est justement ce qui est représenté sur cette diapositive, avec les capillaires du cerveau qui, contrairement aux capillaires du reste de l'organisme, ont des jonctions serrées qui empêchent tout flux paracellulaire. Il y a aussi un autre élément, une autre composante de la barrière hémato-encéphalique qui sont les plexus choroïdes. Vous savez ce que c'est que les plexus choroïdes? C'est un épithélium sécrétoire en fait qui sécrète le liquide céphalorachidien. Notre liquide céphalorachidien est loin d'être quelque chose de statique. Il est renouvelé plusieurs fois par jour. Il est sécrété donc par les plexus choroïdes. Et au niveau des plexus choroïdes, vous avez aussi un phénomène de barrière. Mais à ce niveau-là, la barrière, c'est plus la barrière endothéliale, c'est une barrière épithéliale. Ce sont les cellules choroïdiennes qui, au niveau du pôle apical, ont des jonctions serrées qui leur permettent de prévenir le franchissement de n'importe quoi qui se trouverait dans le sang. Donc le cerveau est un organe privilégié, à l'abri des variations métaboliques du sang et à l'abri des agressions, quelles qu'elles soient, y compris des agressions bactériennes, même virales, parasitaires ou mycotiques. Voilà. Donc ce qui veut dire que les bactéries ou les champignons qui sont capables d'aller dans le cerveau ont donc trouvé un moyen de tourner autour de la barrière hémato-encéphalique et de l'ouvrir. Alors on ne rentrera pas dans les mécanismes, mais c'est un sujet actif de recherche. Alors, donc, il y a 3 voies d'entrée, c'est ce que je viens de vous dire. La première voie d'entrée pour donner une méningite, j'aurais peut-être pu le dire tout à l'heure, est bien sûr de franchir la barrière hémato-encéphalique, qui est le propre de certains pathogènes. Vous pouvez aussi avoir des méningites par contiguïté, d'accord, c'est-à-dire une otite ou les fentes palatines, les brèches méningées chez des gens qui ont des malformations, par exemple. Les brèches, dans ce cas-là, il y a une extension directe à partir d'une otite par contiguïté et un ensemencement des méninges. C'est surtout vrai pour le pneumocoque. Si on fait un scanner chez les gens qui ont une méningite à pneumocoque, chez les enfants qui ont une méningite à pneumocoque, on retrouve très souvent une otite. Et puis vous avez un cas tout à fait particulier qui est j'emprunte le système nerveux, je la remontée axonale et c'est le virus rabique qui lui remonte en suivant les axones. Donc il n'a pas besoin de franchir la barrière hémato-encéphalique. Voilà. Juste pour le franchissement de la barrière hémato-encéphalique par les bactéries, soit c'est un franchissement direct, c'est-à-dire la bactérie interagit avec l'endothélium, trouve un moyen de faire une brèche dans l'endothélium pour envahir les méninges, soit l'autre possibilité, ce serait d'utiliser un cheval de Troie, c'est-à-dire à l'intérieur d'un macrophage, d'un polynucléaire ou je ne sais. Alors pour les virus, c'est très vraisemblablement le cas. Pour les bactéries, c'est vraisemblablement moins souvent le cas, sauf peut-être pour certaines bactéries comme Mycobacterium tuberculosis ou peut-être Listeria monocytogenes. Alors, un autre sujet de réflexion, auquel je ne vais pas répondre, mais juste pour vous dire que c'est un sujet de réflexion, c'est pourquoi lorsqu'on a franchi la barrière hémato-encéphalique, finalement, va-t-on dans les méninges et on n'a pas d'abcès du cerveau? Je ne peux pas répondre à la question.
je ne saurais pas répondre à la question. Mais c'est juste pour vous dire que, quelque part, une bactérie qui va dans le cerveau, c'est très difficile d'infecter le cerveau. Les neurochirurgiens pourraient vous dire que finalement, c'est pas si facile que ça de faire un abcès du cerveau. Si vous prenez un lapin et que vous voulez faire un abcès du cerveau en lui injectant du staphylocoque, ça marche pas toujours. Ça finira par marcher, mais c'est pas si facile que ça. Donc une chose est certaine, c'est que les infections, l'essentiel des infections ne sont pas au niveau du parenchyme, du moins pour les infections bactériennes, l'essentiel des infections sont au niveau des méninges. La raison n'est pas claire. Alors, je vous ai dit qu'il y avait peu de bactéries qui étaient responsables de méningite. Alors, quelles sont les bactéries auxquelles vous devez penser? Eh bien, les bactéries ne sont pas les mêmes à tous les âges de la vie. Il faut globalement distinguer deux étapes. L'étape du nouveau-né, c'est-à-dire les premiers jours de vie jusqu'à classiquement 3 mois. Ensuite, une étape qui va à partir de 3 mois jusqu'à vers 5-6 ans, et puis l'enfant et l'adulte. Chez le nouveau-né, il y a 2 bactéries qui sont responsables de méningite néonatale. Ce sont le streptocoque du groupe B et les entérobactéries, notamment dans les entérobactéries, retenez l'Escherichia coli et une version particulière d'Escherichia coli, qui a un sérotype capsulaire K1. Voilà. Donc ce sont les 2 bactéries que vous trouverez essentiellement comme étant responsables de méningite néonatale. Chez l'enfant, vous en aviez 3. Il y en a une qui a quasiment disparu du fait de la vaccination, c'est Haemophilus influenzae. Mais avant la mise en route de la vaccination de routine en 1993 par Haemophilus influenzae, vous avez tous été vaccinés par Haemophilus, je peux vous dire que c'était une méningite extrêmement courante chez l'enfant. Mais donc on le met toujours parce que si on arrête de vacciner, on va le voir réapparaître. Et puis vous avez 2 autres bactéries qui sont elles beaucoup plus communes et qu'on voit toujours, qui est Neisseria meningitidis, dont le petit nom est méningocoque, et Streptococcus pneumoniae, dont le petit nom est le pneumocoque, d'accord, qui sont essentiellement responsables de méningite à cet âge-là. Et en fait, chez l'adulte, ce qui a disparu, c'était Haemophilus influenzae, mais qu'on ne voit plus chez l'enfant. Mais c'était quand même pour bien séparer. Et puis, il y a 2 bactéries auxquelles il faut toujours penser. Toute votre vie, il faudra y penser. Toute votre vie, à quel que soit l'âge. Parce que si on loupe le diagnostic, c'est vraiment dramatique. Et ce n'est pas toujours facile à faire. C'est d'une part Mycobacterium tuberculosis, l'agent du BK, d'accord, qui peut vous donner des méningites à tous les âges de la vie, et Listeria monocytogenes, qui lui survient dans un contexte particulier, c'est-à-dire un contexte d'immunodépression chez un patient sévèrement immunodéprimé ou la femme enceinte. D'accord ? Si vous voulez beaucoup de précisions sur l'Listeria monocytogenes, vous demanderez à Monsieur Lecuy. Mais ce sont les 2 circonstances dans lesquelles on doit penser à Listeria monocytogenes. Femme enceinte, un tableau de grippe chez une femme enceinte, il faut penser à Listeria monocytogenes, et un patient immunodéprimé sous chimiothérapie, patient qui a une leucose, qui est en aplasie, etc., qui est très immunodéprimé. Alors les virus, on vous les énumérera tout à l'heure. Les virus, eux, peuvent donner des méningites pures ou des encéphalites ou des méningo-encéphalites. En général, quand vous avez une encéphalite, vous avez aussi une atteinte méningée. Voilà les principaux virus, donc les entérovirus qui sont très fréquents. Le virus herpès, le virus VZV, donc varicelle zona, le virus ourlien, la chorioméningite lymphocytaire, ça c'est pour être complet, et puis le VIH, d'accord ? Et puis les encéphalites. Dans les encéphalites, vous pouvez rajouter, vous avez essentiellement l'herpès, varicelle zona, et vous rajoutez les arbovirus. Les arbovirus sont un groupe de virus qui sont définis par une épidémiologie particulière. Arbovirus, ça veut dire arthropod borne virus. Ça veut dire que ce sont des virus qui sont transmis par les arthropodes. Donc c'est tout un groupe de virus très différents, d'accord, dans la mesure où elles peuvent avoir été transmis par les moustiques ou les tigres, globalement. D'accord ? Et la rage. Voilà, qui donne des encéphalites. Donc il y a aussi d'autres agents pathogènes à part les bactéries et les virus. Parmi les champignons, le principal est le cryptocoque, d'accord. Et puis parmi les parasites, la principale parasite qui va être responsable d'infection du système nerveux central, d'abcès du cerveau, c'est la toxoplasmose cérébrale. Ça donne des abcès chez l'immunodéprimé. C'était très fréquent à l'époque du VIH avant le traitement, où c'était une complication classique des sujets qui avaient atteint le stade sida et qui faisaient une toxoplasmose cérébrale. Ils avaient plusieurs abcès dans le cerveau. Alors, la base du diagnostic, l'examen essentiel
pour le diagnostic de méningite, celui par lequel tout passe, c'est la ponction lombaire. D'accord ? Vous suspectez une méningite, il va vous falloir une ponction lombaire. Pour l'éliminer, une méningite, si vous n'êtes pas sûr, il vous faudra une ponction lombaire et un LCR normal. Donc, la première chose à savoir, c'est de savoir ce que c'est qu'un LCR normal. D'abord, le LCR, c'est donc le liquide céphalorachidien, c'est globalement de l'eau tamponnée. D'accord ? Il y a quasiment rien dedans. Quand vous le prenez, c'est eau de roche. Il n'y a pas de cellules, ou du moins d'une dizaine de cellules. Il n'y a pas d'hématie, d'accord ? Il y a très peu de protéines. C'est-à-dire, il y a très peu de protéines. Normalement, c'est 0,3 g par litre. Et puis, vous avez un peu de sucre. Classiquement, on dit que la glycorachie est égale à la moitié de la glycémie. Donc, vous voyez, bien sûr, il y a des ions, parce qu'autrement, ça ne marcherait pas. Il y a une force osmotique. Mais sinon, c'est véritablement un liquide qui n'a rien. D'accord ? Eh bien, quand il y a une méningite, ce liquide devient inflammatoire. Donc, s'il y a de l'inflammation, qu'est-ce qu'il y a ? Premièrement, les protéines augmentent. D'accord ? Et l'albuminorachie augmente d'une façon plus ou moins importante. Quand elle est très importante, c'est plus en faveur d'une bactérie que d'un virus. On y reviendra tout à l'heure. Et puis, il va y avoir une réponse inflammatoire cellulaire qui, normalement, est initialement apolynucléaire. D'accord ? Et puis, lorsque vous avez une infection qui traîne, ça devient des lymphocytes, dans le cas des bactéries. Et dans le cas des virus, la réponse inflammatoire, elle est d'emblée plus volontiers initialement lymphocytaire. Sauf si vous prenez l'infection virale au tout début. D'accord ? Donc, la caractéristique, la cytologie du liquide céphalorachidien est importante pour vous, pour faire le diagnostic. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, la glycorachie, elle peut être normale ou elle peut baisser. Alors, lorsqu'elle baisse, c'est plus volontiers en faveur, elle ne baisse pas souvent, hein, mais quand elle baisse, c'est un bon argument pour penser à une infection bactérienne. Mais comme la médecine n'est jamais si simple, de temps en temps, vous pouvez avoir des méningites virales avec des glycorachies un peu basses. Mais normalement, une glycorachie basse, c'est une infection bactérienne. Alors, justement, donc le diagnostic bactériologique d'une méningite bactérienne. Je vais vous donner la forme typique. Dans une méningite bactérienne, normalement, vous avez du pus. Donc, lorsque vous prélevez le liquide céphalorachidien, il est louche. D'accord ? Si vous avez un liquide clair, ça oriente plus volontiers pour une méningite virale. Un liquide louche, macroscopiquement, c'est une méningite purulente bactérienne qu'il faut évoquer d'emblée. L'étude biochimique. Alors, donc, la glycorachie, typiquement, dans les méningites bactériennes, elle est basse. Mais vous l'interprétez en fonction de la glycémie, surtout si on vient de mettre une perfusion au patient, etc. Donc vous regardez, vous demandez un prélèvement de la glycémie. Mais une glycorachie basse avec un liquide louche, là vous êtes bien parti pour une méningite bactérienne. Et l'albuminorachie, la protéinorachie doit être augmentée. Classiquement, mais là encore classiquement, ce n'est pas dans tous les cas, elle est en général supérieure à 1 g par litre. En tout cas, plus elle est élevée, si vous avez 2-3 grammes d'albuminorachie, avec une glycorachie abaissée et un liquide louche, vous pouvez raisonnablement faire le diagnostic de méningite bactérienne. Alors, j'ai écrit, aucun de ces éléments n'est formel. Il faut les prendre dans leur globalité. Hein. Et puis, surtout, si à l'étude cytologique, vous mettez en évidence une hypercellularité, donc une augmentation de nombre de cellules, 100, 150, 200, 300, voire 1000 cellules à prédominance de polynucléaires. Dans ce cas-là, vous avez une méningite bactérienne jusqu'à preuve du contraire, d'accord ? Surtout si, bien sûr, l'hypoglycorachie est là et l'hyperalbuminorachie est là. Mais s'il n'y a pas d'hypoglycorachie, ce n'est pas pour ça que vous n'aurez pas une méningite bactérienne. En général, si vous avez plein de polynucléaires, vous aurez aussi une hyperalbuminorachie. Et puis, bien sûr, vous allez faire un examen direct. L'examen va être complété, le bactériologiste va vous faire un examen direct. Les antigènes solubles, ça se fait on les fait toujours, mais de moins en moins, c'est intéressant, remplacé par la biologie moléculaire, la PCR. Et puis la culture qui permettront le diagnostic bactériologique de certitude. Quels sont les diagnostics qu'il faudrait éventuellement éliminer devant plein de polynucléaires, une albuminorachie augmentée? Alors, ça c'est, pour être complet, l'infection bactérienne au contact des méninges, c'est-à-dire un abcès du cerveau qui serait au contact des méninges, donnerait une réaction apolynucléaire dans les méninges et pourrait faire augmenter l'albuminorachie. Mais dans ce cas-là, vous ferez une imagerie cérébrale et puis vous aurez peut-être des signes en foyer à l'examen neurologique qui vous orienteront quand même. Et puis, certaines méningites virales, mais en général, il n'y a pas d'hypoglycorachie et l'albuminorachie est augmentée de façon modérée. C'est-à-dire, dans une méningite virale, si vous la ponctionnez au tout début, vous aurez des polynucléaires. D'accord ? En général, ils ne seront pas altérés. La réaction est initialement apolynucléaire avant de devenir des lymphocytes.
Mais dans ce cas-là, donc si vous la ponctionnez, la méningite virale, à son tout début, vous pourrez avoir quelques polynucléaires. Vous pourrez avoir des polynucléaires qui peuvent vous tromper. Mais dans ce cas-là, vous n'aurez pas d'hypoglycorachie et l'albuminorachie restera en général modérément augmentée. C'est-à-dire elle sera à 0,6, 0,7 et pas à 3 grammes. Voilà. Alors, maintenant, si vous avez une hypercellularité à prédominance de lymphocytes, vous avez 60% de lymphocytes, 40% de polynucléaires. Dans ce cas-là, vous pensez surtout à une méningite virale, surtout s'il y a, c'est ce que je viens de vous dire, s'il y a un contexte viral, hein, il y a un contexte clinique qui vous oriente vers la grippe, parce qu'il y a une épidémie, parce qu'il y en a un qui a les oreillons, etc., etc. Surtout si l'albuminorachie est inférieure à 1 gramme et qu'il y a une normoglycorachie. Mais comme je vous l'ai dit au moins 3 fois depuis le début, certaines méningites virales peuvent avoir une hypoglycorachie, par exemple la méningite ourlienne, la méningite à oreillons. C'est classique, mais enfin, ce n'est pas fréquent. Les autres diagnostics possibles. Alors, les autres diagnostics possibles dans l'hypercellularité à prédominance de lymphocytes, c'est là qu'il faut absolument y penser. Ce sont les 2 bactéries dont je vous ai parlé tout à l'heure, le BK et la listériose. Bon. Ces 2 bactéries, en général, ce sont des maladies chroniques. Donc, on ne va pas faire le diagnostic tout de suite. Donc, lorsqu'on fera la PL, on aura déjà un certain temps d'évolution. Et dans ce cas-là, vous aurez des lymphocytes, beaucoup de lymphocytes. Et ça peut même avoir l'aspect d'une méningite à liquide clair. Mais là encore, il y a un contexte. Pour la listériose, la grande immunodépression et la femme enceinte. Et puis pour le BK, il faut y penser systématiquement. Systématiquement. D'accord ? Si vous avez un sujet de 35, 40, 45 ans qui a une méningite à liquide clair, vous n'avez pas le droit de ne pas y penser. Si vous y pensez, vous guérirez le malade. Si vous n'y pensez pas, vous allez véritablement, ça va être un problème pour lui. Vous y penserez d'autant plus que l'albuminorachie pourra être élevée, d'accord, et que vous pourrez avoir une hypoglycorachie. Mais si vous n'avez pas la chance d'avoir une hypoglycorachie et une albuminorachie très élevée, il faudra quand même y penser. Et puis la dernière chose possible pour laquelle vous pouvez avoir une méningite à liquide clair et qui soit d'origine bactérienne, c'est si par exemple il y a eu des antibiotiques en ville. Parce que lorsque vous commencez à traiter une méningite bactérienne, les polynucléaires vont se remplacer par des lymphocytes. D'accord ? Donc la méningite bactérienne décapitée par un traitement antibiotique, eh bien dans ce cas-là, vous pouvez avoir un remplacement. Vous pouvez avoir des lymphocytes et ça peut faire errer le diagnostic. Dans ce cas-là, vous ferez de la biologie moléculaire pour rattraper le diagnostic, mais il faut y penser. Donc le tableau typique de la méningite bactérienne, c'est des polynucléaires, un liquide louche, des polynucléaires éventuellement altérés, une albuminorachie supérieure à 1 gramme, et si vous avez de la chance, une glycorachie un peu abaissée, à interpréter en fonction de la glycémie. D'accord ? Avec quelques exceptions, les méningites à liquide clair dues à l'hystéria et au BK, y pensez, les méningites décapitées, d'accord ? Et puis les méningites virales que vous auriez ponctionnées très tôt et qui auraient des polynucléaires. Ça peut arriver. C'est même assez fréquent. Mais il y a un cortège clinique qui vous oriente et une albuminorachie qui sera rarement très, très élevée. Alors, comme c'est la microbiologie, alors comment vous allez avoir le diagnostic ? Une fois que vous aurez le diagnostic de méningite, que vous aurez les résultats, bien sûr, vous commencerez un traitement antibiotique. Mais il vous faudra quand même à un moment ou à un autre un diagnostic de certitude. C'est le microbiologiste qui vous l'amènera. Parce qu'il va commencer par faire un examen direct, et au gramme, il fera les colorations classiques, et au gramme, il vous dira, je vois un bacille, un cocci, il est gramme plus, il est gramme moins. Vous verrez, c'est assez simple. Cocci gramme négatif, c'est méningocoque. Cocci gramme positif, c'est pneumocoque. D'accord ? Et puis, c'est globalement les 2 principaux germes. Et puis, bien sûr, en période néonatale, bacille gramme négatif pour un colibacille. Et cocci gramme positif pour un streptocoque. D'accord ? Donc, vous rechercherez, donc, à l'issue de ça, il va faire une culture. Et si ça pousse, tant mieux, il vous fera un antibiogramme. Si ça ne pousse pas, ou même maintenant de plus en plus, ce qu'on fait, c'est on fait de la biologie moléculaire, des PCR dans le LCR, surtout pour les virus, où maintenant il y a des batteries de PCR multiplex qui vous permettent en quelques heures de sortir les principaux virus du liquide céphalorachidien. Voilà. Alors, je vais prendre 2-3 les principales bactéries, parce qu'on ne vous en reparlera sans doute pas après pour vous donner un petit peu quelques notions sur ces bactéries. Donc, le premier, c'est le méningocoque, Neisseria meningitidis.
la méningite, le méningocoque est responsable de la méningite cérébrospinale. Lorsqu'on parle de méningite cérébrospinale, on parle spécifiquement de méningite à méningocoque. La méningite à pneumocoque n'est pas une méningite cérébrospinale. Même si toutes les méningites sont cérébrospinales, je veux dire, le terme méningite cérébrospinale est pathognomonique de méningite à méningocoque. Sachez-le parce que ça peut être un problème. Donc la bactérie, le méningocoque est un cocci à gram négatif. Vous avez 2 cocci à gram négatifs que vous devez connaître. Le méningocoque et son petit frère, le gonocoque, qui n'est pas responsable de le même type d'infection, mais ce sont 2 bactéries de la même espèce, Neisseria, qui ont un intérêt médical. Donc cocci à gram négatif, donc c'est assez facile. Alors ça pousse sur milieu riche, il y a besoin de CO2, oubliez ça, ce n'est pas votre problème. La seule chose dont vous devez vous souvenir en tant que clinicien, sauf si ça sera votre problème si vous voulez devenir microbiologiste, mais la seule chose dont vous devez vous souvenir en tant que médecin, c'est que c'est sensible au froid et à la dessiccation. Donc ne prélevez pas un PL et ne la mettez pas au frigo, parce que vous allez tuer la bactérie. D'accord ? C'est la seule chose dont il faut vous souvenir. Prélevez l'APL, comme c'est sensible au froid, vous assurez que le microbiologiste va l'avoir dans un délai raisonnable. Autrement, il ne verra rien et il ne pourra rien faire pour vous. Donc ça a une capsule polysaccharidique. Comme la plupart des bactéries qui donnent ce genre de pathologie, il y a 13 sérogroupes. En fait, les principaux, chez nous, c'est le B et le C. Et puis, il y a des sérogroupes, le W135 de temps en temps, et il y a un sérogroupe Y qui diffuse actuellement pas mal. Le sérogroupe A est un sérogroupe qui sévit quasi exclusivement en Afrique, dans ce qu'on appelle la ceinture méningée, où il est parfois responsable de grandes épidémies. C'est assez exceptionnel dans nos pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un vaccin, et que la base du vaccin, c'est le polysaccharide capsulaire. D'accord ? Donc, il y a un vaccin qui est maintenant même obligatoire, le C, c'est la base du vaccin, c'est le polysaccharide capsulaire. Sauf pour un sérogroupe qui est le B, parce que le B, c'est de l'acide N-acétylneuraminique branché en alpha-2,8, vous en fichez, mais on a les mêmes molécules dans notre cerveau. Donc, on ne vaccine quand même pas avec une molécule de notre cerveau. C'est une adaptation de la bactérie à l'espèce humaine. Donc, il y a un nouveau vaccin qui a été mis sur le marché récemment contre le sérogroupe B, qui est le Bexsero et qui est des protéines du méningocoque, d'accord, et non pas du vaccin polysaccharidique, qui induit une certaine immunogénicité. L'épidémiologie. Alors, la bactérie méningocoque est strictement humaine. D'un point de vue, donc, si je grattais la gorge de tout le monde ici, je trouverais 3 ou 4 méningocoques, et vous ne le savez pas, vous ne le saurez jamais, et ça ne vous rendra jamais malade. Mais ça dissémine de personne à personne, et puis de temps en temps, pour des raisons encore très largement méconnues, mais on peut tout impliquer, l'hôte, la souche, on peut même impliquer l'environnement, la grippe, c'est-à-dire que le pic d'infection méningococcique, c'est exactement 8 jours après le pic de l'épidémie grippale. Et ben de temps en temps, ça dissémine dans le sang, et puis ça va franchir la barrière hémato-encéphalique et être responsable d'une méningite. Donc 10 à 20% de la population est porteur sain. En Europe, il évolue sur un mode assez endémique. Globalement, en France, vous avez 600 cas d'infection méningococcique par an, d'accord, entre 500 et 8 ou 900, dépendant des années, quoi. Et puis, par contre, en Afrique, comme je vous l'ai dit, il survient sur un mode épidémique. Tous les ans, il y a des petites épidémies. Mais maintenant, on a vacciné l'Afrique contre le sérogroupe A, donc l'épidémiologie est en train de changer. Alors, juste l'histoire naturelle, donc 10 à 20% de la population est contaminée, donc ce sont les porteurs sains. En général, ça s'arrête là. Et puis, dans un faible pourcentage de porteurs sains, ça va passer dans le sang. Et quand ce sera dans le sang, vous pouvez avoir 2 choses. La première, c'est franchissement de la barrière hémato-encéphalique et méningite. Alors, ce n'est pas le plus grave, parce que la méningite à méningocoque est une méningite d'excellent pronostic. Parce que d'abord, on en fera le diagnostic, sauf si vous n'avez pas de chance. Et quand on en fait le diagnostic, le taux de guérison sans séquelles, c'est 98% quand même. Donc, ce n'est pas un drame. Mais la deuxième chose qui peut vous arriver, et là beaucoup plus dramatique, c'est que le méningocoque se multiplie à toute vitesse dans votre sang et soit responsable d'une septicémie foudroyante qu'on appelle le purpura fulminans. Ça, c'est la terreur du clinicien. C'est-à-dire, c'est un enfant qui a 6 ans, qui rentre de l'école, qui a un peu mal au ventre, et puis tout d'un coup, il va développer des petits éléments thrombotiques, purpuriques, nécrotiques, et puis ça va s'étendre très rapidement, et ça va être au-delà de toute ressource thérapeutique. 30% de mortalité quand même, d'accord ? Même traité, d'accord ? Même traité, même pris en charge très correctement, c'est 30% de mortalité.
Donc ça vous apprendra, les cliniciens vous apprendront ça en temps voulu. Donc devant toute fièvre avec des lésions purpuriques nécrotiques, on fait de l'antibiotique au lit du malade pour éviter que le purpura fulminant se développe. Voilà. Alors le diagnostic microbiologique, il est très facile parce que le diagnostic repose sur l'isolement. En général, au gramme, on peut le voir. Si on ne le voit pas, il va pousser sur la gélose. Si on n'a pas de chance, on va faire une PCR et on le sortira. Il peut même pousser dans l'hémoculture. Si on pense au méningocoque, on peut faire un écouvillon nasopharyngé, il peut pousser dans la gorge. Quand vous envoyez un LCR, ce n'est pas la peine de préciser recherche de méningocoque, c'est quand même la bactérie qu'on recherche dans le LCR, donc si vous voulez, c'est assez facile. La seule chose, envoyez le LCR rapidement. Vous augmenterez vos chances. Si vous voyez quelqu'un le mettre au frigo, là, faut surtout pas. Vous pouvez faire, ça je vous l'ai dit, d'autres prélèvements de gorge, et puis vous savez que c'est une méningite, ça les cliniciens vous l'apprendront, qui donne de toute façon des lésions purpuriques. Dans les lésions purpuriques, vous avez du méningocoque. Donc si vous prélevez des lésions purpuriques, vous pouvez isoler le méningocoque. Voilà. Donc, et puis, alors par contre, dans les prélèvements cutanés, il faut mentionner la recherche de méningocoque. Autant dans le LCR, il ne faut pas, dans le prélèvement cutané, si vous n'envoyez pas les renseignements cliniques et que vous voulez qu'on recherche du méningocoque, ça, on ne va pas le rechercher parce que, comme c'est un germe fragile, il va falloir qu'on utilise des artifices pour se débarrasser de la flore cutanée. D'accord ? Donc, on ensemence des milieux sélectifs. Donc, si vous ne le précisez pas, là, vous ne l'aurez pas. Aussi bien dans le prélèvement de gorge, d'ailleurs, il faut le préciser. Donc après, on va faire une identification, un antibiogramme. Alors la recherche d'antigènes solubles est possible, mais surtout maintenant on fait des PCR. On peut faire une PCR dans n'importe quel liquide biologique. Voilà. Alors il n'y a pas de sérologie. Ne demandez pas une sérologie méningocoque. Alors le pneumocoque, je ne vous parle pas des traitements parce que ça c'est le clinicien qui vous le fera. Le pneumocoque, c'est l'autre grande bactérie. Là, c'est plus un cocci à gramme négatif, c'est un cocci à gramme positif. D'accord ? Et des cocci à gramme positif, il y en a plus à connaître que des cocci à gramme négatif. Toute la gamme des streptocoques, y compris le pneumocoque, le staphylocoque, etc., sont des cocci à gramme positif. Lui aussi, il est fragile et lui aussi, il a besoin d'un milieu riche. Donc, vous voyez, vous n'avez pas de chance, il faut quand même envoyer tous les prélèvements assez rapidement. Il y a beaucoup plus de sérotypes, il y a 84 sérotypes, et il y en a beaucoup plus qui sont responsables d'infections chez l'homme que pour le méningocoque. Mais certains sérotypes sont plus virulents que d'autres. Donc le sérotype, comme pour le méningocoque, est porté par la nature antigénique de la capsule polysaccharidique. D'un point de vue épidémiologique, alors le pneumocoque, il vit habituellement, comme le méningocoque, dans le nasopharynx. C'est un hôte habituel des voies aériennes supérieures. Mais là, il y a beaucoup plus de porteurs. D'accord ? Et puis, il y a beaucoup plus de sujets à risque. Là, je vous ai parlé de la méningite à pneumocoque, mais le pneumocoque, ça donne d'autres pathologies que vous verrez au cours de vos études. Ça peut vous donner des pneumonies, ça peut vous donner des endocardites, ça peut vous donner des septicémies pures, etc. Même des péritonites à pneumocoque, des arthrites à pneumocoque. Vous pouvez avoir un tas de pathologies liées au pneumocoque. Et il y a quand même des sujets à risque d'infection à pneumocoque. C'est les deux extrêmes de la vie. Moins de 2 ans, plus de 65 ans. Donc on tend à vacciner les enfants de moins de 2 ans, même c'est obligatoire maintenant la vaccination avant 2 ans, et on tend à vacciner les sujets de plus de 65 ans, surtout s'ils sont insuffisants respiratoires, cardiaques, cirrhotiques, diabétiques, etc. Tout sujet ayant une infection de ce type doit bénéficier d'une vaccination antipneumococcique. Et puis il y a quelque chose qui est classique, les splénectomisés peuvent faire des infections gravissimes à pneumocoque, donc on les prévient. On essaie de les vacciner avant la splénectomie, puis même on peut leur donner un traitement antibiotique à prendre quasiment au long cours, chez certains, ou en cas de fièvre, de s'injecter d'emblée des antibiotiques sans réfléchir. Donc ça, il faut bien savoir. D'une façon générale, c'est la cause numéro 1 d'infection bactérienne avant l'âge de 2 ans. Voilà. Alors les infections à pneumocoque sont beaucoup plus fréquentes que les infections à méningocoque. Là, d'après les chiffres que je vous mets, c'est 7 à 8 fois plus fréquent. Hein. Et le pneumocoque est considéré comme un problème de santé publique et à ne pas négliger. Hein. Alors, l'histoire naturelle est un peu plus compliquée. Parce que c'est dans je vous ai dit, ça vit dans le nasopharynx, le méningocoque.
Mais le méningocoque, ça ne donne pas d'otite, ça ne donne pas de rhinopharyngite, ça peut donner des pneumonies de temps en temps, mais ce n'est pas fréquent. Tandis que le pneumocoque, c'est complètement différent. Là, ça vit dans les voies aériennes supérieures et ça donne des infections loco-régionales. Pneumonie, bronchite, otite, etc. etc. D'accord ? Et puis, si vous avez une brèche, comme certains ont, il y a des gens qui ont des brèches, si vous avez une brèche méningée, eh bien, à partir de l'otite, de la sinusite, de la mastoïdite, eh bien, hop, ça va ensemencer les méninges. D'ailleurs, les gens qui font des méningites récidivantes, on leur recherche une brèche. Et donc, à partir des voies aériennes, ça peut aussi passer dans le sang, soit directement, soit après la pneumonie, éventuellement. Et là, ça va vous donner une péritonite, une arthrite, une endocardite, une méningite, etc. D'accord ? Donc, la panoplie des infections pneumococciques est beaucoup plus variée que la panoplie des infections méningococciques. Alors, le diagnostic, j'aurais pensé que j'avais fait il arrive après, donc c'est pas grave, il y a eu un décalage de diapositive. Je reviendrai sur la vaccination pour une raison. Le diagnostic, là encore, il repose sur l'isolement. Alors, le pneumocoque est un germe fragile, mais isoler un pneumocoque, ce n'est pas non plus un exploit. Et puis, on peut faire, comme pour le reste, des antigènes solubles, mais aussi de la PCR, ce qu'on fait de plus en plus. Et il n'y a pas de sérologie pneumococcique. Voilà. Alors, la vaccination. La vaccination polysaccharidique, c'est un vaccin. Alors, je suppose que vous aurez un cours sur les vaccins. Je ne peux pas vous détailler parce qu'on n'a pas assez de temps, mais les vaccins polysaccharidiques, ils peuvent être soit du polysaccharide purifié, soit du polysaccharide conjugué. Est-ce que vous avez déjà cette notion? Oui ou non? Bon, alors tout va bien. Donc là, le vaccin polysaccharidique, qui peut être soit, pour le méningocoque, vous avez un 23 valent, c'est 23 polysaccharides qui ont été purifiés, et puis vous avez, je ne sais plus à combien de valences on en est, maintenant 12 ou 13 valences, je crois, qui est un vaccin dans lequel on a conjugué 12 ou 13 à des protéines. Et en conjuguant, l'avantage de la conjugaison, donc si vous savez, c'est que normalement le vaccin polysaccaridique, il ne marche pas vraiment avant 18 mois, 2 ans, d'accord ? Il faut le répéter tous les 3 ans. Tandis que la conjugaison permet d'avoir une immunogénicité plus précoce dès les premiers mois de la vie, et puis surtout une réponse anamnestique, c'est-à-dire pas besoin de vacciner tous les 3 ans. Donc on vaccine les sujets âgés, ça je vous l'ai dit, les malades chroniques, quels qu'ils soient, cardiovasculaires, respiratoires, etc., les drépanocytaires, les splénectomisés, et dans le cas des splénectomisés, il vaut mieux vacciner avant la splénectomie, si vous pouvez programmer la splénectomie, bien sûr. Et puis, ces vaccins polysaccharidiques, ils sont inefficaces avant 2 ans. Par contre, les vaccins conjugués, c'est le Prevnar 13 valent, il est indiqué chez les enfants de moins de 2 ans, d'accord ? Pour avoir une vaccination le plus précoce possible. Ce vaccin Prevnar, il marche très bien contre les infections systémiques, c'est-à-dire la méningite, la pneumonie, la septicémie, mais pas contre les otites. Donc ne vaccinez pas les enfants de votre patientèle en disant qu'ils ne feront pas d'otite, parce que ça, c'est faux. Et en plus, ça décrédibilise les vaccins, si vous dites ça. Voilà, alors, dernière bactérie dont je voulais vous parler brièvement, c'est Listeria monocytogenes. Alors là, c'est un bacille à gram positif, mais qui, lui, à la différence des deux autres, est un germe qui vit dans l'environnement et qui est très résistant, d'accord ? Il est tellement résistant qu'il est capable de pousser sur gélose ordinaire, ça c'est pas votre problème, mais surtout il pousse à 4 degrés. Il se multiplie à 4 degrés. Et vous savez quand les infections à Listeria sont apparues? Pour vous réveiller un peu? Avec le frigidaire. Avec le frigidaire. Parce qu'avant le frigidaire, les aliments qu'on mettait au garde-manger, ils pourrissaient. Depuis qu'il y a le frigidaire, vous prenez la tranche de jambon ou la rillette qui est contaminée, à partir de l'usine qui l'a fait ou du charcutier ou ce que vous voulez, parce que c'est lié à l'ensilage, Listeria monocytogenes. Donc vous mettez votre rillette contaminée par très peu de Listeria au frigo, qu'est-ce qui se passe? Les autres bactéries ne poussent pas, mais Listeria pousse. Et au bout de 15 jours, il y a beaucoup de Listeria, vous mangez la rillette, vous êtes enceinte, vous faites une infection à Listeria. Même chose avec le fromage, même chose avec le... C'est la chaîne du froid qui a permis de voir, avant, dans les années 50, les infections à Listeria n'existaient pas. Elles sont apparues progressivement dans les années 70. Voilà. L'épidémiologie. C'est une bactérie qui est présente très largement dans le milieu extérieur, le sol,
l'ensilage, etc. Et l'homme se contamine à partir de son alimentation, comme je vous l'ai dit. Et c'est donc, comme je vous l'ai dit, une bactérie pathogène opportuniste qui atteint tous les sujets au système immunitaire diminué, donc les nouveau-nés, les immunodéprimés, les personnes âgées. Et chez les femmes enceintes, la bactérie, il faut rajouter enceinte, là, est souvent paucisymptomatique. C'est donc une infection grippale en plein été chez une femme enceinte. Vous n'avez pas le droit de ne pas y penser, d'accord? Et ça a des conséquences dramatiques pour le fœtus. Hein. Et il y a une centaine de cas, je ne sais pas. C'est toujours une centaine de cas, Marc? 400 cas par an en France, sur un total de 400 cas de listériose déclarés. Voilà. D'accord. OK. Alors, l'histoire naturelle, c'est une contamination à partir du tube digestif et ensuite un passage dans le sang qui va envahir les méninges ou chez la femme enceinte le placenta et être responsable d'une infection fœtale. Chez la méningite, ce n'est pas une méningite pure, c'est une méningoencéphalite. Il y a une atteinte, il y a des signes cliniques. On appelle, vous entendrez parler des méningites basilaires. C'est des méningites avec une atteinte du tronc basilaire. Dans ce cas, il y a une atteinte des paires crâniennes. Il y a des signes d'atteinte du tronc basilaire cliniquement. Et les deux bactéries qui sont responsables de ça, c'est Listeria monocytogenes et Mycobacterium tuberculosis, d'accord, qui donnent des méningoencéphalites. Et comme je vous l'ai dit, ça peut vous donner une méningite à liquide clair. Voilà. Alors donc c'était la partie bactérienne du cours. Alors après, il y a les méningites virales. Donc ça, je rentre dans les diapositives de Madame Rosenberg. Ce que je vous propose, c'est, on peut les passer ensemble, si tu vois que j'oublie quelque chose, Marc. Et ce qui nous permettra quand même de faire un petit peu les cas cliniques. Et je pense qu'elle vous reprendra ces diapositives en détail ultérieurement. Donc les méningites virales, elle a distingué son cours en méningite et encéphalite, d'accord? Donc en sachant que les encéphalites ne sont jamais pures. Dans les encéphalites, il y a toujours une atteinte méningée. Mais dans les méningites virales, inflammation strictement localisée au méninge. Donc la réaction cellulaire, comme je vous l'ai dit, elle peut être très importante avec des lymphocytes ou parfois, comme je vous l'ai dit, des polynucléaires. Alors les polynucléaires, en général, ne sont pas altérés, mais vous n'avez pas toujours la distinction qui vous est rendue. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas du pu, quoi. Mais la forme typique, c'est des lymphocytes ou quelques polynucléaires. La protéinorachie, je vous l'ai dit, elle est en général, elle peut être augmentée, mais en général inférieure à 1 gramme. Et la glycorachie, elle reste égale, elle reste normale. Donc le diagnostic différentiel, là on l'a un peu envisagé, donc c'est les méningites bactériennes qui pourraient être lymphocytaires, c'est-à-dire les méningites décapitées, comme je vous l'ai dit, ou les méningites à liquide clair, BK, Listeria. Les méningites parasitaires fongiques, le cryptocoque, mais là le contexte est complètement différent. Hein. Et puis les méningites aiguës aseptiques, alors elle a été très complète. Les méningites réactionnelles, c'est l'abcès du cerveau, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Néoplasiques, bien sûr, mais dans ce cas-là, lorsque vous ferez la cytologie, on verra autre chose que des polynucléaires, d'accord. Et puis médicamenteuses, bon, il y a des méningites médicamenteuses avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens et les carbamazépines. Mais enfin, voilà. Alors les méningites à entérovirus, c'est la méningite virale la plus fréquente, hein, si je ne m'abuse. Donc elle vous détaillera. Qu'est-ce qu'il faut dire sur cette diapositive d'important, Marc? Il faut dire que c'est avant tout la plus fréquente, mais la moins grave. Elle est souvent associée à des signes muqueux, comme on voit ici, une sauce de la bouche et éventuellement une éruption cutanée. C'est un syndrome grippal standard. Et puis il y a un syndrome méningé qui va faire réaliser une fonction ouverte. Ouais. Typiquement Ouais. méningite à liquide clair. Ouais, liquide clair, et c'est le plus souvent des polynucléaires. C'est le type de méningite qui pose souvent, c'est un enfant qui a ce tableau-là, mais qui aura souvent on a des polynucléaires dans ces méningites-là. Mais maintenant, les kits, les PCR multiplex permettent d'en faire le diagnostic très rapidement. Rentre à la maison. C'est pour ça qu'on fait ces PCR multiplex, parce que ça fait faire des économies à la sécurité sociale. Alors la méningite herpétique, elle est plus rare. Elle est due à l'herpès simplex de type 2 et elle fait suite à une primo-infection génitale.
et éventuellement des récurrences génitales. Le diagnostic, elle a mis en rouge y penser. Et la formule, c'est une là, on est dans la forme typique, un lymphocytaire pur. Et puis c'est la PCR qui fait le diagnostic. Et il faut les traiter. Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? Oui, sans doute dire que le tropisme sexuel HSV2 et cubical HSV1 n'est pas aussi tonique que ça, et que ça peut être l'un ou l'autre. Donc varicelle zona, elle est fréquente. Elle est retrouvée dans 50% des zonas. Donc il faut y penser, mais enfin je suppose que s'il y a un zona associé, vas-y. Peut-être ce qu'on peut dire, c'est que dans le cadre de la varicelle en elle-même, on peut avoir une méningite associée, trouver du virus passant en baptême. Tout l'intérêt est d'étudier la varicelle clinique, éventuellement virologique sur les cutanés. Et le gros problème de l'infection du système nerveux central à dose élevée, c'est la possibilité d'une encéphalite. Donc là, c'est vraiment le terrain qui est le plus important. Si on a un petit zona et qu'on fait une PL et qu'il y a une méningite à dose élevée, bon, pas grand-chose. Si par contre il y a des signes encéphalitiques, on en reparlera tout à l'heure, là c'est potentiellement très grave. Et en plus, c'est curable, donc il faut le traiter. Et ce n'est que dans le cas d'un terrain particulier. Voilà. Donc ça, c'était ce que tu viens de dire en Ça fait. se fait par PCR, exactement comme HSV. Donc c'est facile quand vous demandez de faire HSV dans le FR, vous demandez aussi toujours le cytologiquement positif. Donc là, la méningite ourlienne, c'est avant la vaccination, c'était une cause majeure de méningite. Hein. Beaucoup de garçons ont fait une méningite ourlienne. La méningite, elle était comment? Bon, les lymphocytaires standards, Ouais. C'est celle qui classiquement pouvait donner une hypoglycórachie. Pouvait avoir une hypoglycórachie dans une méningite ourlienne. Mais en général, on faisait le diagnostic assez facilement parce qu'il y avait la parotidite associée. La méningite à VIH, vas-y Marc. ça c'est important parce que ça peut être un signe de primo-infection. Quelqu'un qui vient se présente avec un tableau de méningite, avec une 2S par exemple, au retour d'un voyage. Il faut penser à ce diagnostic. Donc le VIH, il faut toujours y penser. Par contre, ces cas-là, il faut toujours penser. Donc là, typiquement, on fera une sérologie, éventuellement une PCR, et un PCR qui sera positif. Alors évidemment, dans le cas d'une infection par le VIH, il ne faut pas tout confondre. Dans le cas d'une infection par le VIH, on peut avoir des méningites opportunistes. On a parlé du pneumocoque et d'autres agents infectieux. Et là, c'est la méningite propre au VIH qui a un tropisme virologique, entre autres hypothèses. Bon, là, on peut peut-être passer, non? Ouais, là, c'est vraiment exceptionnel. Donc, donc les encéphalites virales, c'est une inflammation du cerveau. Donc c'est le parenchyme cérébral. Et là, le tableau clinique est beaucoup plus complet. Vous allez avoir des signes parenchymateux avec des signes de localisation, éventuellement des troubles de la conscience, potentiellement des crises convulsives. Et puis alors, c'est souvent associé à une méningite virale. Je pense que c'est très fréquent et la PL a toujours sa place. Là. Si vous pouvez faire une PL, elle a toujours sa place pour le diagnostic. Retenez en tout cas que venant des troubles de la conscience légers ou chroniques, éventuellement un déficit neurologique et de la fièvre, il faut toujours penser aux encéphalite. Et donc faire une fonction lombaire qui en reste sera perturbée. On verra les étiologies tout à l'heure. Donc, dans le diagnostic différentiel, donc c'est l'encéphalite bactérienne, mais ça, c'est les deux germes dont je vous ai parlé, l'hystéria et le BK, l'abcès intracérébral, le paludisme, l'accident vasculaire cérébral et l'encéphalopathie métabolique toxique. Bon. Les causes de troubles de la conscience plus Ouais, en présence de fièvre, quoi. Et les mécanismes alors pathogéniques, vous avez deux types soit le virus directement qui va être responsable, soit ça va être une encéphalite post-infectieuse, encéphalomyélite aiguë disséminée, un ADEM, ou une encéphalite périveineuse. Et la présence donc de... Tu veux rajouter quelque chose là-dessus? je ne sais pas si elle en parlera ensuite, mais il y a aussi des encéphalites dites auto-immunes à auto-anticorps. Je ne sais pas si elle... Enfin, Ça doit être inclus dans dans... le contexte fébrile aigu, ce à quoi il faut absolument que vous pensiez, parce que c'est particulièrement spécifique, c'est l'atteinte directe du lymphocyte. Après, il peut toujours y avoir des atteintes subaiguës secondaires par mécanisme auto-immun. Donc le diagnostic de certitude, c'est l'isolement du virus.
La réponse à l'interféron alpha est bon. Et puis la sérologie, la synthèse d'IgG spécifique dans le LCR. Ben, je sais pas si et génome viral, ça doit être génome viral. Probabilité ou possibilité, présence du virus dans un autre... Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas isolé le virus dans le cerveau ou dans le LCR, mais vous l'avez isolé au niveau de la porte d'entrée, dans des boutons, dans une virémie, dans les selles. Et puis, l'autre, c'est la sérologie systémique, quoi. Voilà. Vas-y, peut-être que tu devrais le faire, ça. Alors, qu'est-ce que quoi? Donc, les étiologies, on en a parlé. Les deux virus qui sont les plus fréquemment associés à des encéphalites sont HSV et VZV, avec en tout premier lieu HSV. On verra que et ça c'est en Europe et aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. C'est assez intéressant de voir qu'en Asie du Sud-Est notamment et en Afrique, les étiologies sont différentes, mais on va y revenir dans une seconde. Les entérovirus, on en a parlé dans le cours méningite à liquide clair, mais ça peut donner une encéphalite, mais en général dans le cadre d'une immunodépression, notamment une immunodépression humorale. Et alors les arbovirus dont le professeur Nassif vous a parlé, donc ils sont transmis par des piqûres d'arthropodes. Alors qu'est-ce qu'elle vous a mis? West Nile, ok, donc c'est, comme vous savez, un virus de la famille des virus de la fièvre jaune, flavivirus, qui est transmis par des piqûres de moustiques et qui peut donner des manifestations neurologiques, notamment encéphalitiques, mais bon, il y a un contexte particulier. Les encéphalites à tiques, donc ce qu'on appelle tick-borne encephalitis, donc qui est plutôt détecté dans l'extrême est de la France et en Europe centrale, pour lequel il y a un vaccin, et puis la rage. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit ici sur l'encéphalite herpétique? Je découvre un peu les diapos en même temps que vous. Donc effectivement, c'est la première cause d'encéphalite en France. En fait, la toute première cause, c'est inconnu. C'est-à-dire que dans 50% des cas, on arrive devant un tableau d'encéphalite, d'allure infectieuse, on n'arrive pas à mettre en évidence de diagnostic. Mais parmi la moitié où on fait un diagnostic, la première cause, c'est l'encéphalite herpétique. Et donc il faut toujours y penser, bien sûr, à la fois parce que c'est la plus fréquente et puis parce qu'il y a un traitement. Donc qu'est-ce qu'on vous dit dans la clinique? Il n'y a pas grand-chose de particulier, il faut toujours y penser, c'est une mortalité élevée, c'est une incidence qui reste rare mais qui est la plus fréquente parmi les autres causes. Ça peut être dans le cadre d'une primo-infection ou dans le cadre d'une réactivation. Et donc, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique avec un traitement antiviral, et vous connaissez bien sûr la cyclovir, à forte dose, donc 10 à 20 mg par kilo pendant 3 fois par jour pendant 15 jours. Et plus le traitement est précoce, comme toujours en maladie infectieuse, meilleur est le pronostic. Alors, je ne sais pas si elle en parle, mais je pense que c'est quand même important. Il y a des cas particuliers, notamment chez l'enfant, de déficit immunitaire qui favorisent les méningites herpétiques, notamment des déficits dans la voie de l'interféron de type 1. Et donc il reste à montrer que en fait, la majorité des encéphalites herpétiques ne seraient pas dues à des déficits immunitaires qui restent à découvrir. Évidemment, quand on a un déficit immunitaire connu, eh bien, on peut avoir un facteur de risque accru d'encéphalite à HSV. Alors le VZV, on en a parlé, on a tous plus ou moins été immunisés lors de la primo-infection par le virus de la varicelle contre VZV, mais dans le cas soit d'un traitement immunosuppresseur, soit d'une immunodépression acquise dans le cadre d'un myélome, d'une virose intercurrente, de l'âge élevé avec ce qu'on appelle l'immunosénescence, on peut faire une reviviscence de cette infection, et notamment au niveau neurologique, pour faire soit une méningite, soit une encéphalite, qui va être grave. D'accord ? Et donc là, j'en profite pour vous dire qu'il y a un élément
la ponction lombaire qui peut vous guider, c'est quand la protéinorachie est très élevée. Hein. Si vous avez plus de 2-3 grammes et que c'est un aspect lymphocytaire, c'est assez en faveur du VZV. Et de toute façon, on se souvient, hein, devant une encéphalite d'allure herpétique avec un liquide clair et des lymphocytes, vous allez dégainer la cyclovir puisque c'est HSV et ou VZV. D'accord ? Et je vous le dis, mais je vous le redirai tout à l'heure, les 4 étiologies les plus fréquentes en France d'encéphalite, elles sont toutes curables. C'est HSV, VZV, et puis comme ça a été dit tout à l'heure, Mycobacterium tuberculosis et Listeria. Donc il faut avoir ces 4 diagnostics en tête, à la fois pour identifier les agents infectieux correspondants, et puis surtout pour traiter. Alors, les encéphalites liées aux arbovirus. Donc on a parlé un tout petit peu tout à l'heure de West Nile, c'était comme ça que ça venait dans les diapos. Donc si on le fait de façon systématique, maintenant il y a donc différentes familles de virus. La grande famille des Togaviridae, auquel par parenthèse appartient le virus de la rubéole mais qui n'est pas un arbovirus. Et puis donc les alphavirus. Et donc là vous avez des virus dont vous avez sans doute jamais entendu parler mais qui sont encéphalitogènes, qui sont principalement présents sur le continent américain et qui sont des virus zoonotiques. Donc le virus de l'encéphalite équine de l'Est, de l'Ouest. Et puis il se trouve que vous avez certainement entendu parler qu'il y a une dizaine d'années, il y a eu une épidémie d'infection au virus chikungunya dans l'océan Indien, notamment à La Réunion. Et puis depuis, il s'est étendu de façon un peu globale et de façon rare et en général dans le cadre d'un terrain particulier. On peut avoir des manifestations encéphalitiques associées au virus chikungunya. C'est transmis par les moustiques parce que ce sont des arbovirus. Hein. Donc arbovirus, arthropod borne virus. Pour ce qui concerne les flavivirus, donc flavi c'est fièvre jaune en latin, enfin jaune en tout cas. Donc on a le West Nile bien sûr, l'encéphalite japonaise, alors ça vous paraît un peu exotique, mais donc en extrême orient, ce virus est présent, mais il est présent aussi en Asie du Sud-Est, et très clairement quand vous êtes voyageur et si vous allez dans des zones un peu reculées, notamment au contact des élevages de porcs, par exemple, qui sont des hôtes pour ce virus, et qui a le moustique qui peut transmettre, eh bien vous pouvez faire une encéphalite qui est d'autant plus grave qu'elle survient chez le petit enfant. D'accord ? Vous avez l'encéphalite attique dont on a parlé, pour laquelle il existe un vaccin, et puis pas mal de choses. Alors, l'année dernière, quand le cours a été fait, on parlait beaucoup de Zika, on en parle un peu moins, mais c'est sûr que le virus Zika, outre le fait qu'il est transmis de la mère à l'enfant et peut induire des manifestations neurologiques et neurodéveloppementales chez le fœtus, notamment cette microcéphalie, il a aussi un tropisme pour le système nerveux central chez l'adulte, où il peut donner d'une part un syndrome de Guillain-Barré, un peu hors sujet pour aujourd'hui, et éventuellement des manifestations encéphalitiques, semble-t-il plutôt quand il y a un terrain particulier. Après, vous avez très nombreuses familles de virus, notamment les Bugnavirus et les phlébovirus. Et en Italie, notamment, comme son nom l'indique, et aussi dans le sud de la France, on a un virus qui s'appelle Toscana, qui peut donner des encéphalites, plutôt des méningites en tout cas. Alors, cette carte vous montre l'étendue des différents, enfin la répartition géographique des différents virus qui est en pleine évolution et qui est peut-être un peu incomplète, donc on pourrait en parler, mais peu importe le détail. Alors, qu'est-ce qu'il est dit sur cette diapo ? Une méningite à arbovirus, ce n'est pas écrit sur le front du patient, hein, donc c'est évidemment le contexte qui vous le fait évoquer. En général, un contexte de voyage, puisque en France, je réfléchis, mais des méningites arbovirales, à part l'encéphalite attique, il n'y a pas vraiment, hein, en France métropolitaine en tout cas. Donc c'est la notion d'exposition, de piqûre, et puis c'est toujours, ça c'est une chose à retenir en dehors de ce cours, une question d'incubation courte. Hein, quand on parle de fièvre au retour des tropiques, éventuellement associée à des manifestations encéphalitiques, pour que ce soit une étiologie arbovirale, il faut qu'il y ait moins de 8 jours entre le retour et le début des signes. Si c'est plus de 8 jours, ça ne peut pas être un arbovirus. Ok, donc pour ce qui est de la prévention, donc le diagnostic, il se fait en général, la très grande majorité des arbovirus sont des virus ARN, donc se fait par une RT-PCR qui se fait en milieu spécialisé, donc un laboratoire de ville va sans doute pas vous faire ce diagnostic, mais ils ont des correspondants qui peuvent le faire, et de toute façon, en général, cette ponction lombaire se fait en milieu hospitalier. On peut vacciner
contre deux virus importants. Alors, l'encéphalite japonaise, et donc ça c'est principalement, comme je l'ai dit, en Asie. Il faut savoir que c'est la première cause d'encéphalite pédiatrique et que donc quand on vaccine la population, on fait tomber, on diminue par deux, plus de par deux le nombre d'encéphalites. D'accord ? Et d'une façon assez intéressante, mais qui est un peu hors sujet, il semble que la présence du virus de l'encéphalite japonaise masque un peu les encéphalites associées à HSV. Et que donc c'est probablement quand on fait baisser l'incidence des encéphalites à virus de l'encéphalite japonaise qu'on peut voir éventuellement ces HSV. C'est sans doute la raison pour laquelle l'épidémiologie est différente. Évidemment, le meilleur moyen d'éviter les infections arbovirales, c'est de ne pas se faire piquer par des moustiques ou autres vecteurs. Alors, les encéphalites post-infectieuses, en deux mots, c'est des mécanismes auto-immuns. Qu'est-ce qui nous est dit ici ? Pas grand-chose de particulier sur lequel je souhaite insister. Et oui, pourquoi c'est important ? C'est que ça peut relever d'un traitement anti-inflammatoire et ou immunosuppresseur. Et donc, il faut évidemment avoir d'une part éliminé une étiologie infectieuse curable pour laquelle une corticothérapie pourrait poser problème, par parenthèse, notamment HSV, VZV, et éventuellement avoir des signes positifs en faveur du diagnostic. Bon, après, il y a des aspects IRM qui peuvent être évocateurs. Le timing dont j'ai parlé, je vais aller un peu plus loin. Oui, donc il y a une chose qui... Bon, là, je ne suis pas un grand spécialiste, mais le virus de la rougeole, dont vous avez entendu parler, qu'il réémerge en ce moment du fait de la mauvaise couverture vaccinale. Vous vous rappelez sans doute que le virus de la rougeole peut être associé relativement rarement, mais à des infections très graves, voire mortelles, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. Il a aussi la caractéristique de pouvoir induire une encéphalite aiguë, mais aussi une encéphalite post-infectieuse. Et ça peut être une encéphalite post-infectieuse relativement précoce, et puis ça peut être aussi une encéphalite infectieuse, c'est la panencéphalite sclérosante subaiguë, qui peut survenir des années après et tuer la personne. Donc juste au passage, on vous a déjà sensibilisé sur les vaccins, mais au cas où vous ne seriez pas convaincu que c'est un moyen de prévention efficace, n'hésitez plus. Il y en a de vous qui ont fait la rougeole ? Bon, peut-être, mais en tout cas, ça veut dire que vous avez tous été vaccinés. Vous pouvez remercier la vaccination, parce que je peux vous dire que c'est pas une infection particulièrement agréable. Moi, j'ai eu la rougeole quand j'étais enfant. Je suis plus vieux que vous. Alors, le diagnostic de certitude de quoi ? Donc ça, c'est, oui, en cas de... Bon, on est vraiment dans du spécialisé. Quand on évoque une pathologie cérébrale associée au virus de la rougeole, on peut rechercher le virus, on peut faire des tests de réascension des anticorps, etc. Alors... je crois qu'il faut vraiment avoir en tête que pour ce qui concerne le diagnostic des encéphalites, on a un diagnostic direct. Bon, la bactérie, c'est pas dans ce cours, on y viendra tout à l'heure et vous en avez entendu parler, ou un diagnostic virologique par PCR ou RT-PCR. D'accord ? Pour les manifestations auto-immunes, on va avoir des éléments plutôt indirects. Et puis il y a la question, alors il faudra voir avec Flore, je crois qu'elle ne l'a pas trop abordé, la question des encéphalites associées à des auto-anticorps, qui sont clairement une entité émergente et qui s'avère être plus fréquente qu'on ne le pense, et qui fait peut-être d'ailleurs, qui représente peut-être une partie non négligeable des étiologies inconnues d'encéphalite, qui peuvent d'ailleurs être secondaires à une infection patentée, notamment HSV, et qui nécessitent la recherche d'auto-anticorps. Et ça se fait par des laboratoires spécialisés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Alors, chez les immunodéprimés, donc comme j'en ai dit un mot, en cas de dépression de l'immunité humorale, la plus caricaturale étant la gamma-globulinémie de Bruton, qui survient chez les garçons de façon rare. Donc, il y a 0 anticorps de type IgG. Et bien là, il y a un risque accru et très particulier d'encéphalite à entérovirus qui peuvent être mortels, mais qui ne survient pas, bien sûr, chez le tout venant. Et puis en cas d'immunodépression cellulaire, donc l'archétype c'est l'infection par le VIH, mais c'est aussi tous les traitements immunosuppresseurs de prévention de rejet des greffes, plus de multiples autres traitements, et bien ce sont les encéphalites à HSV et à VZV dont on a parlé.
Alors, les encéphalites à poliomavirus, quand même exceptionnels. Les encéphalites à CMV, donc ça, c'est, comme vous savez, le CMV est un virus opportuniste. On est plus ou moins tous immunisés contre ce virus. C'est un virus persistant. Et donc, en cas d'immunodépression, il peut y avoir des manifestations viscérales et neurologiques à CMV. Puis une infection par le VIH, on en a parlé. Alors, je vais vraiment passer là-dessus rapidement. Je suis désolé, je découvre un peu les diapos, enfin complètement même. Donc, la leucoencéphalite multifocale progressive. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Donc, c'est une complication neurologique due à un virus qu'on appelle le poliomavirus JC, qui est un virus qui est très largement répandu, mais qui, en cas d'immunosuppression massive, va pouvoir induire des lésions cérébrales à type de leucoencéphalopathie, c'est-à-dire d'atteinte de la substance blanche du cerveau. Okay, et donc ça, c'est très embêtant parce que ça va donner une dégradation progressive neurologique avec des troubles cognitifs et quelqu'un qui va aller très mal jusqu'à éventuellement décéder dans un tableau de démence. Et donc évidemment, là, on a le contexte particulier de l'immunodépression, c'est-à-dire que par définition, ça ne survient pas chez une personne non immunodéprimée et non connue pour être immunodéprimée. Et deuxièmement, la mise en évidence du virus dans le liquide céphalorachidien. Après, il y a des aspects IRM très typiques, on peut être amené à faire des biopsies, etc. Évidemment, le problème, et ça c'est toujours quand on vous fait les cours, on vous fait un cours par étiologie, donc vous savez le diagnostic. Mais le problème, c'est que quand vous avez chez un patient immunodéprimé des manifestations neurologiques, vous faites une IRM, ça peut être plein de choses. Donc la question qui est importante concernant cette LEMP, c'est le diagnostic différentiel. Ça peut être un lymphome cérébral primitif qui survient dans les mêmes circonstances, de l'immunodépression très importante et qui est associée au virus d'Epstein-Barr. Ça peut être éventuellement une infection à toxoplasme qui aura une présentation différente, mais dans les formes de début, au début on patine un peu. Ok, bon, j'en ai fini sur ces aspects virologiques. On a des choses à dire sur la partie de Flore. Tu veux rajouter des choses? Vous avez des questions sur ces deux, sur la partie bactérienne et virologique, microbiologique? Non? Alors, ouais, donc on a très largement le temps. Donc vous allez voir que ces QCM, ils sont censés franchement être faciles et ils reprennent les choses qui ont déjà été dites, sauf qu'ils la mettent sous la forme d'une histoire qui a l'air d'être une histoire vraie que j'ai inventée. On ne va pas en avoir pour très très longtemps, donc je pense qu'on aura du temps derrière pour les questions. Comme vous l'avez compris, les infections du système nerveux central, ça fait partie des choses les plus graves. Donc c'est relativement rare. On parle de quelques centaines de cas de listériose, de quelques milliers de cas de méningite, etc. Mais enfin, on ne peut pas passer à côté. Pareil pour les encéphalites. Donc c'est un cours important. Et donc il faut que vous sachiez bien tout ça. Donc là, vous avez un étudiant de 22 ans qui arrive aux urgences, qui est fébrile, qui a mal à la tête, il a des douleurs cervicales. Question très difficile. Quel diagnostic évoquez-vous? Une méningite. Et quelle étiologie évoquez-vous en priorité? Plus fort. J'entends pas. Méningocoque, j'ai entendu d'autres choses là-bas? Pneumocoque, et puis quoi d'autre? HSV, encore? Bon, alors si on dit quelle étiologie évoquez-vous en priorité, c'est sur des arguments de fréquence et sur le tableau particulier. Donc là, c'est un sujet jeune, un étudiant, et qui a un tableau de méningite bactérienne, donc ça vous l'aviez trouvé. Et donc c'est quoi la première étiologie à cet âge? Méningocoque, oui. Très important. Disons, ça arrive, on ne peut pas exclure que ce soit un pneumocoque, mais ce n'est pas l'étiologie la plus probable. D'accord? Mais ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les méningocoques vont aller en diminuant en incidence avec l'âge, et les pneumocoques augmentent. D'accord? Voilà. Donc, vous la...
Non, mais quel diagnostic évoquez-vous? Bon, là, c'est peut-être une question un peu trop subtile, même si elle n'a pas l'air. C'est qu'il faut absolument évoquer une méningite bactérienne, parce que si c'est une méningite virale, ça risque d'être quelle étiologie en priorité? C'est un jeune homme sans terrain. Bon, on l'a dit il y a 10 minutes. Non, plutôt entérovirus. D'accord? Or, on ne va rien faire. Alors que si c'est une méningite bactérienne, on va sans doute faire quelque chose. Donc, il faut évoquer ce diagnostic. Ça ne veut pas dire que vous retenez ce diagnostic. Et vous évoquez ce diagnostic parce que c'est celui qu'il ne faut pas louper. Et puis, vous évoquez le méningocoque parce que c'est le plus probable. Bon, on raisonne toujours par argument de fréquence. Évidemment, ce qu'on veut, c'est détecter. En médecine, c'est toujours comme ça. Les choses fréquentes, parce que si on loupe les choses fréquentes, on est un mauvais médecin. Et puis, les choses rares mais graves. D'accord? Donc là, c'est plutôt rare mais grave, mais on ne peut pas se permettre de louper juste comme ça. Hein. Si vous évoquez pas une méningite bactérienne dans ce contexte, vous risquez d'avoir des problèmes. Bon, faut pas travailler dans la peur, mais quand même. Donc vous l'interrogez, vous apprenez qu'il a eu un accident de la voie publique avec traumatisme facial il y a 2 ans. Ceci vous amène-t-il à reconsidérer votre hypothèse diagnostique? Voilà. Bon, c'était facile, hein. Tout ça c'est un peu téléphoné. Hein. Oui, cet antécédent doit faire évoquer une origine pneumococcique pour les raisons qu'on a dites. Vous apprenez enfin qu'il a été splénectomisé. Alors, la splénectomie, ça favorise quel type d'infection? Pneumocoque, mais encore? Méningocoque et encore? Ça favorise toutes les bactéries avec multiplication extracellulaire, capsulées, etc. C'est celles qui sont détruites dans la rate. Et donc les bactéries qui sont détruites dans la rate, c'est celles qui ont une capsule, parce qu'elles survivent dans le sang, elles sont filtrées dans la rate et elles sont tuées à cet endroit-là. Donc c'est méningocoque, pneumocoque et hémophilus. D'accord? Très important à savoir, parce que qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est la question suivante. Qu'est-ce qu'on va faire chez quelqu'un qui est splénectomisé? Voire même avant de le splénectomiser, si on peut. On le vaccine contre quoi? J'entends pas, moi, il faut parler plus fort. Pneumocoque, hémophilus et méningocoque. Donc il faut savoir, on a tous vu en tant que médecin des jeunes gens, ou moins jeunes d'ailleurs, qui ont été splénectomisés, qui n'ont pas été correctement vaccinés ou qui n'ont pas répondu à la vaccination et qui font une infection grave à pneumocoque mortelle ou un méningocoque, un purpura fulminans. Je me souviens d'une patiente qui n'avait plus aucun doigt à aucune de ses 2 mains parce qu'elle avait eu justement une infection gravissime à méningocoque dans un contexte d'une asplénie fonctionnelle qui était une drépanocytose. Ok. Donc vous lui demandez s'il a été vacciné, on a bon. Ok. Alors qu'est-ce que vous recherchez à l'examen clinique? Donc ça c'est un peu la bouteille à l'encre. Et donc vous avez un patient, si on se souvient bien, qui a des céphalées, de la fièvre et des douleurs cervicales. Qu'est-ce que vous recherchez? Parlez fort. Choisissons un. Mademoiselle. La raideur méningée. Ok, ça s'appelle comment? Si on met tout ensemble ce qui va évoquer une méningite, ça s'appelle un syndrome méningé, d'accord. Quoi d'autre? Purpura, ouf, en premier. Après. Je vous rappelle que ce n'est pas parce qu'on a une méningite qu'on n'a pas autre chose. Voilà, des signes éventuellement d'encéphalite, donc il faut faire un examen neurologique. Quoi d'autre? Bon, vous avez dit l'essentiel. Un syndrome méningé, QS, on ne va pas tout détailler, mais vous devez savoir ce que c'est. Un purpura, évidemment, dans le cadre du purpura fulminans. Des signes de choc, parce que devant toute infection, et devant tout problème de santé, d'ailleurs, on recherche des signes de gravité. Des troubles de la conscience, parce qu'on évoque une encéphalite. Un examen neurologique complet, en fait, on veut dire des déficits sensitifs ou moteurs dans le cadre aussi d'une encéphalite éventuelle, et puis des facteurs favorisant la méningite bactérienne, et en l'occurrence le foyer ERL, si la personne a une otite ou un foyer pulmonaire, qu'est-ce que vous allez évoquer? Voilà. Donc là, vous avez vu en quelques secondes le patient, vous avez vu tout ça, bon, vous savez à peu près s'il faut appeler la réa tout de suite ou si vous avez quelques minutes. Qu'est-ce que vous faites comme examen complémentaire? Qu'est-ce que vous prescrivez? Tout ça doit être fait rapidement. Hein. Quoi? Ponction lombaire, d'accord. Si vous faites une ponction lombaire, quel est l'examen que vous faites toujours avec la ponction lombaire, quoi qu'il arrive? Il n'y a aucune exception. D'accord. Allez-y, allez-y. Il y a un autre examen d'ailleurs que vous allez toujours faire au même moment que la ponction lombaire. Quoi? Non.
Une prise de sang, bon, ça, c'est pas très très précis, hein, ça rapporte 0,01 point. Des hémocultures. Les hémocultures, il ne faut pas en prescrire trop d'un coup, ça ne sert à rien, mais il faut toujours en prescrire quasiment, hein. Ça ne coûte pas grand-chose et c'est vraiment utile. Quoi d'autre? Des PCR, c'est ça, j'entends? Non, mais bon, là, Quelle est l'autre chose qui est intéressante pour diagnostiquer une infection bactérienne ou virale ouais. et vous prélevez dans le sang? Bah quand même. Non, les sérologies, ça ne sert pas à grand-chose, à part pour les hépatites, le VIH. Ce n'est pas un examen qui est très informatif. Qu'est-ce qui se passe dans le sang quand vous avez une belle infection à pneumocoque? Pardon? J'entends pas. De l'inflammation, oui, mais ce n'est pas très précis, ce n'est pas un examen complémentaire. CRP, mais aussi. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans la formule? Des leucocytes qui sont quoi? Ben dis donc, il faut vraiment vous tirer les verres du nez. On est deux, on va s'occuper de vous, hein. Mais NFS, numération, donc ça veut dire numération, formule, sanguine. Donc ça, on est d'accord. Qu'est-ce que tu vas rechercher dedans? Effectivement, c'est ce que tu vas prescrire, mais qu'est-ce que tu t'attends à voir? Là, on te demande un peu plus. Non, le CRP, ça ne fait pas partie de la NFS. Une polynucléose, donc une augmentation des polynucléaires, qui est très en faveur d'une infection bactérienne et qui, en revanche, est très peu en faveur d'une infection virale. Donc c'est un peu binaire, mais c'est quand même vrai. Voilà. Donc, ponction lombaire. Alors, évidemment, il va falloir dire, parce que la ponction lombaire, c'est vous qui la faites, donc vous n'avez même pas besoin de la prescrire. Mais enfin, vous la prescrivez quand même, bien sûr. Vous faites un examen biochimique pour rechercher quoi? Vous dosez quoi? Les protéines, d'accord. Et d'ailleurs, la normale des protéines dans le LCR, c'est combien? Bon, 0,3 c'est un peu exigeant, mais 0,4, 0,5. 0,5 c'est vraiment le maxi. Cellularité, et là? Non, pas 0. Moins de 5, moins de 4. D'accord? Examen direct. Comment on fait un examen direct? Parce qu'on a un peu de temps là, on vous... Ah bah on prend... Donc, alors, l'examen, ça, c'est pas l'examen direct, c'est l'aspect macroscopique. Donc, effectivement, on regarde si c'est clair ou si c'est trouble. Si c'est trouble, on se dit on est sur la bonne voie de notre diagnostic. Si c'est clair, évidemment, on en fait quand même on l'envoie au laboratoire. Et l'examen direct, ça consiste en quoi? Juste par curiosité, quoi? De quoi? J'entends rien. D'accord, donc la morphologie, est-ce qu'il y a des bactéries? Premièrement, si oui, est-ce que ce sont des bactéries rondes ou allongées, cocci ou bacilles? Et puis, une coloration de grammes, qu'il faut bien faire, parce que si on ne sait pas bien le faire, on peut rendre un gramme négatif positif. D'accord? Et donc, c'est très important, parce que qu'est-ce que on va le revoir tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous attendez à voir éventuellement? Et puis on vous en a parlé. Des coccigrammes plus, ça va être quoi? Sans doute du pneumocoque ou éventuellement un streptocoque, et coccigramme moins, et excusez-moi, bacille gramme positif et bacille gramme négatif, hémophilus ou éventuellement d'autres. Et il est difficile à voir à l'examen direct. Bon, évidemment une culture, et puis on met toujours. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand bien même on ferait une coloration de ZIL, c'est très rare que ce soit positif parce qu'il faudrait beaucoup de bacilles. Et puis, quand vous faites une ponction lombaire, parce que est-ce que vous avez déjà eu une ponction lombaire? Bon, c'est pas très agréable quand même, hein. Donc, on évite d'en faire 3 si on peut en faire une. Et donc, vous gardez du liquide un peu de côté au cas où ça serait un peu plus compliqué. Glycémie, on a parlé. Numération formule sanguine à la recherche d'une polynucléose. Iono-urécréate, dès qu'une infection est grave, on peut avoir une insuffisance rénale, des troubles ioniques, c'est important de le savoir. Et puis des hémocultures, bien sûr, plus. Il y a pas mal d'infections qui vont être diagnostiquées devant l'hémoculture positive. Parce que typiquement, si vous avez une méningite et une hémoculture positive à pneumocoque, quand même, le risque que ce soit une méningite à pneumocoque est... Enfin, la probabilité est très élevée. Que faites-vous si le liquide est trouble? Donc là, vous avez fait l'APL, vous allez envoyer au laboratoire, et vous faites bien en sorte que l'APL y aille.
C'est très fréquent, notamment en hospitalisation, que les liquides restent sur les paillasses. Il ne faut pas faire ça. C'est pas bon pour les microbiologistes, c'est pas bon pour nous, les cliniciens, et les malades, bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous faites si le liquide est trouble, d'apparence trouble? Quoi? On l'isole? Pourquoi? Non. Pourquoi? Non. Non. Alors, c'est quoi la méningite qui nécessite d'isoler le patient, encore que ce soit très discutable? La tuberculose, qui n'est pas une méningite à liquide trouble. Donc, mais il n'y a pas de risque, justement. Enfin, d'ailleurs, dans ce qu'on veut. Non, 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 non. Mais là, on ne fait pas ça, justement. Autant, et on va y revenir, la prévention des cas secondaires, parce qu'on ne veut pas d'épidémie à méningocoque, et il s'avère, l'expérience montre que ça peut arriver, c'est rarissime. Xavier Nassif en est un spécialiste. Et donc, dans le cadre, par exemple, d'un amphithéâtre bondé où il y aura un cas de méningite, avec peut-être une mortalité associée, on va évidemment tout faire pour prévenir un cas secondaire, parce que s'il y a un deuxième cas, ça fait la une du Parisien, et puis c'est quand même très très embêtant. Donc on va faire ces mesures extrêmes. Mais dans la pratique clinique, le méningocoque n'est pas une infection qui se transmet, enfin une bactérie qui se transmet et qui nécessite des mesures d'isolement. De même que le pneumocoque, ce sont des bactéries commensales du nasopharynx, pas grave. D'ailleurs, c'est pareil pour un pseudomonas, par parenthèse. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Non, il y a un truc qu'il faut faire absolument devant la constatation d'une méningite à liquide trouble, quoi. Bah oui, on va lui donner un traitement, et on va même lui donner un traitement en urgence, parce qu'il a été démontré que si on ne le donne pas en urgence, le pronostic est moins bon. Et est-ce qu'on va donner qu'un antibiotique? J'entends pas. Quoi? Oui, très bien. Parce que c'est très vraisemblablement une méningite bactérienne, et il a été démontré que devant une méningite bactérienne au diagnostic, il était intéressant de donner des corticoïdes, on va y revenir. Donc, antibiothérapie en urgence, donc à base de... Qu'est-ce que ça veut dire ces 3G? Et pourquoi est-ce que j'ai écrit ça? Parce que c'est le traitement de toute méningite bactérienne de l'adulte, à l'exception de Listeria, qui est résistante au C3G, mais qu'on ne considère pas comme étant probable ici. Les corticoïdes toujours, qui par parenthèse sont contre-indiqués en cas de listériose, et puis l'hydratation, parce que la personne va être perfusée. Alors donc là, on a 4 possibilités. Donc vous allez me dire les étiologies. On l'a déjà vu 10 fois, mais bon, faut passer le temps. Coccigramme positif, pneumocoque. Coccigramme négatif, bacille gram négatif, hémophilus, et bacille gram positif, listeria. Bon, on a tout bon, super. Alors là, c'est exprès écrit en tout petit. Enfin, c'est pas exprès, mais c'est copié de la conférence de consensus. C'est juste pour vous dire que c'est complètement facile. Autrefois, c'était un peu plus compliqué parce qu'en fonction de l'écologie, on mettait de l'amoxicilline, des céphalosporines de 3e génération, éventuellement le vancomycine. Maintenant, c'est tout pareil. Quel que soit le germe, c'est 3G, d'accord? Sauf pour l'hystéria, bien sûr. Donc vous avez le pneumocoque, céphalosporine de 3e génération, à dose ménagée, je vous laisse lire, vous devez savoir ça. Le méningocoque, pareil, à dose un peu moindre parce que les résistances sont beaucoup moins fréquentes. La listériose, et on va y revenir, association d'amoxicilline et de gentamicine. C'est le seul cas où il y a une association. Hémophilus, c'est 3G, Escherichia coli, c'est 3G. Après, dès qu'on est dans des étiologies un peu plus rares, évidemment, on va tenir compte de l'écologie microbienne locale. Si on est dans un hôpital et qu'il y a une contamination par des germes multirésistants de l'environnement ou qu'il y a une épidémie en cours de je ne sais quoi et que le patient est colonisé, on va tenir compte de ça.
D'accord ? Enfin, ce n'est pas à savoir de base. Alors là, dans le cas particulier de ce patient, donc qui a une méningite à liquide trouble, qui a 22 ans, etc., est-ce que vous ajoutez aux céphalosporines de troisième génération de l'amoxicilline et de la gentamicine? Donc pourquoi? J'entends rien, il faut que l'un d'entre vous parle fort. Quoi? D'accord. D'accord. Donc ce qu'on considère, c'est que compte tenu du fait que la listériose est rarissime en l'absence d'immunodépression, on peut se permettre de ne pas le donner. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est un peu discuté. Par exemple, aux Pays-Bas, ils ont changé leurs recommandations. En l'attente des résultats, ils mettent tout le monde sous amoxicilline, ce qui est très discutable. Et donc, ce qui serait éventuellement intéressant de faire, c'est en dehors des facteurs d'immunodépression classiques X, Y, Z, d'avoir une espèce d'arbre décisionnel, ou en tout cas de score diagnostique qui permettent de retenir ou non ce diagnostic alternatif qui reste rare, puisque, comme je vous l'ai dit, il y a une centaine de cas par an en France. Donc voilà, c'est ce qu'il fallait savoir. Comme c'est la seule éventualité où on change le traitement, c'est pour ça qu'on en parle autant. Et donc, si l'examen direct est négatif, là on fait ce qu'on appelle un traitement probabiliste, vous aurez les diapos, hein, c'est pas la peine de prendre en photo, mais c'est en fonction de l'existence de facteurs de risque d'une listériose qu'on va soit mettre, s'il n'y a pas de facteur de risque, que la C3G, soit y associer l'amoxicilline. Est-ce qu'à votre avis, c'est intéressant au plan de l'association des antibiotiques en termes d'efficacité d'associer une céphalosporine de troisième génération et de l'amoxicilline? Ça se fait, ça, normalement, ou pas? À votre avis? La dame au milieu, là, parce qu'elle parle beaucoup, donc elle a envie de me parler. Plus fort, plus fort. Très bien. Et donc on ne fait pas ça, sauf si on veut élargir le spectre. D'accord ? Et là, il se trouve que la paroi de l'hystéria ne permet pas d'accrocher les céphalosporines de troisième génération et que donc elle est naturellement résistante. Ok, bon, très bien. Alors, après, donc là c'est un tableau très compliqué, mais pour vous dire qu'en fait c'est très simple. Quand vous avez un examen direct positif, selon toute probabilité, les bactéries vont pousser au laboratoire de microbiologie. D'accord ? Donc on va pouvoir faire quoi ? Un antibiogramme qui permet de déterminer la sensibilité aux antibiotiques. Et donc comme on a une approche maximaliste de donner à tout le monde des céphalosporines de troisième génération, y compris à des patients qui seraient infectés par un pneumocoque ou un méningocoque qui serait sensible à l'amoxicilline, on peut éventuellement, dans un deuxième temps, au vu d'une bactérie multisensible, désescalader et donner un antibiotique à spectre plus étroit qui est l'amoxicilline. En pratique, on ne le fait pas beaucoup, mais c'est une possibilité. D'accord ? Alors, la corticothérapie, donc ça c'est un peu la tarte à la crème de la méningite. Aujourd'hui, il a été vraiment, et ça fait pas mal d'années, puisque c'est en 2002 que la première étude a été publiée dans le New England Journal of Medicine, il a été montré que devant un tableau de méningite bactérienne de l'adulte, y compris avant le diagnostic microbiologique, donc devant par exemple un liquide purulent, eh bien, il faut prescrire une corticothérapie parce que ça diminue les séquelles et ça améliore la survie. En fait, ça se fait surtout au bénéfice du pneumocoque, qui est une étiologie toute âge confondu qui est fréquente, qui est la première. Mais ça a aussi une efficacité sur le méningocoque, en sachant que le méningocoque est moins associé aux séquelles neurosensorielles de type hypoacousie, etc. Donc, pas de discussion, il faut le faire. Ça a été pas mal discuté de savoir s'il fallait le faire chez l'enfant. Aujourd'hui, je pense que la majorité des pédiatres le font. Et en revanche, donc ça c'est un peu un cas particulier, je trouve que je m'intéresse à cette question, si vous diagnostiquez une listériose, il a été montré que les corticoïdes aggravaient la survie, ce qui est logique puisque ça aggrave l'immunosuppression. Donc là, c'est ce qui vous est dit, grade, on ne voit pas bien mais normalement c'est en vert, grade A pour le pneumocoque et grade B pour le méningocoque.
Et donc, devant un diagnostic présumé de méningite bactérienne sans certitude microbiologique, mais décision de traitement, c'est-à-dire prescription de C3G. OK ? Alors, les critères de transfert en réanimation, donc là, vous avez pas encore vu de méningite bactérienne de l'adulte, si ? C'est quand même une infection grave, hein. Donc la méningite à méningocoque, c'est 5% de mortalité à peu près. La méningite à pneumocoque, c'est 10 à 15%. La méningite à listeria, enfin les infections du système nerveux central à listeria, c'est 30 à 40%. Donc bon, c'est assez fréquent qu'on ait à transférer le malade en réanimation, soit par peur de l'aggravation, soit pour surveillance d'un état initial relativement précaire. Et donc en tout cas, les critères, ils sont assez évidents, hein. C'est tout ce qui est élément de gravité, un purpura à l'évidence. Un purpura au moment où on le diagnostique, quand bien même on le traite le plus tôt possible, le malade va peut-être mourir quand même, hein. Donc il n'y a pas de discussion. Des troubles de la conscience, des signes neurologiques de déficit, des signes de souffrance du tronc cérébral. Pourquoi ? À quoi ça sert le tronc cérébral, entre autres choses ? Voilà, à contrôler la respiration. Donc on peut avoir des troubles respiratoires et donc une asphyxie, un état de mal convulsif, évidemment, une instabilité hémodynamique. Alors, est-ce qu'il faut faire une ponction lombaire de contrôle, à votre avis, sans lire ce que j'ai écrit ? Enfin, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc ça, c'est copier-coller de la conférence de consensus. Comme ça, vous savez exactement ce qu'il est dit. Vous voyez que c'est pas très concis, mais en pratique, non, sauf s'il y a des cas particuliers. Donc, non si c'est méningocoque ou pneumocoque, de sensibilité normale et d'évolution habituelle. Si ça évolue pas bien, si la bactérie est de sensibilité diminuée ou si on est devant un germe autre, avec une étiologie un peu bizarre, là on peut être amené à faire une ponction lombaire de contrôle. Okay ? En sachant que quand c'est bien fait, une ponction lombaire, c'est pas la mer à boire. Alors l'imagerie, donc ça c'est écrit imagerie de contrôle. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on fait une imagerie initiale devant une méningite bactérienne standard ? Non, on ne le fait pas. En tout cas, il n'y a pas d'indication formelle à le faire. Mais quand est-ce qu'on va faire une imagerie ? C'est écrit ici. Si vous avez des signes neurologiques, évidemment, en cas de déficit, vous avez envie de faire un lien entre la clinique et l'anatomie. S'il y a une persistance de la fièvre au-delà de 72 heures, pourquoi ? Qu'est-ce que vous évoquez dans ces cas-là ? Quand il y a une fièvre d'origine infectieuse qui persiste, c'est facile, c'est toujours la même chose. Il faut évoquer un abcès. Et donc un abcès cérébral, on peut en faire le diagnostic. Non pas que ça va nécessairement indiquer une ponction urgente ou quoi, mais c'est important de le savoir. Et donc l'imagerie cérébrale, le dernier point, doit être systématique si ce n'est pas du méningocoque ou du pneumocoque. D'accord ? Sous-entendu, si c'est du méningocoque ou du pneumocoque, ce n'est pas systématique. Alors quelques mots sur la chimioprophylaxie antiméningococcique, on en a parlé il y a quelques minutes. L'idée, c'est la prévention des cas secondaires, évidemment. Elle est indiquée en cas de contact rapproché et prolongé. En cas de virose concomitante, pourquoi ? Vous savez ? Allez-y, dites-moi. Si vous avez la grippe ou si vous avez une rhinopharyngite ou quoi, pourquoi est-ce que vous... Par où ça rentre le méningocoque ? Bon, vous en avez marre, vous ne participez plus ? Ça rentre par la gorge. Donc si vous avez une lésion de la barrière épithéliale au niveau de la gorge, ça peut favoriser la translocation des bactéries. Qu'est-ce qu'on donne ? La rifampicine en première intention, et s'il y a une contre-indication, on peut être amené à donner de la ceftriaxone. Vous voyez que c'est un traitement parentéral ou de la ciprofloxacine. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de ces aspects cliniques et donc la fin du cours qui va traiter des encéphalites. Donc là aussi, c'est un peu caricatural. Hein. Donc c'est plus un jeune homme de 22 ans, mais c'est une femme de 68 ans qui est amenée par sa famille aux urgences, qui est fébrile depuis quelques jours et qui est confuse. Quel diagnostic évoquez-vous ? Au singulier. Quoi ? Waouh ! Encéphalite. D'autres possibilités, d'autres propositions ? Non, ça paraît pas mal. Une encéphalite de quel type ? C'est quoi une encéphalite au fait ? Ça veut dire quoi précisément une encéphalite ? Une inflammation du système nerveux. Une inflammation de l'encéphale, on va dire, d'accord, au sens large.
Donc, ce n'est pas forcément d'origine infectieuse, par parenthèse. Donc, moi, je dirais encéphalite infectieuse, en sachant que comment est-ce qu'on fait, juste un truc, comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'encéphalite, au sens premier du terme, à votre avis? Pour dire qu'il y a une inflammation du système nerveux, comment est-ce qu'on peut faire? Quelle serait la bonne manière de faire? Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais une IRM, non. En IRM, on voit des signes indirects qui sont en faveur d'une inflammation, mais on ne prouve pas qu'il y a une inflammation. Comment est-ce qu'on prouve qu'il y a une inflammation? Quoi? Bah, vous avez été en première année de médecine ou en deuxième année de médecine. Donc qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez fait de l'histologie. Vous avez vu l'histologie normale et puis l'histopathologie. Et donc l'inflammation, c'est défini par une infiltration cellulaire, etc. Donc en théorie, pour faire un diagnostic d'encéphalite, il faudrait faire une biopsie cérébrale. Évidemment, on ne le fait pas. Donc on recueille des signes indirects qui sont en faveur d'une inflammation du cerveau, parce qu'on ne veut pas la louper, et donc ça s'appelle un syndrome d'encéphalite. D'accord? Donc ce n'est pas une vraie encéphalite qu'on voit, c'est des éléments qui sont en faveur d'une encéphalite, et vous les connaissez ou pas? Donc là, il y a des critères diagnostiques, ça ne s'invente pas. C'est en constante évolution parce qu'il faut des consensus nationaux, internationaux, etc. Donc la dernière conférence de consensus, ou publication américaine de l'IDSA, la Société américaine de maladies infectieuses, elle dit qu'il y a un critère majeur obligatoire, qui est une altération de la conscience, avec léthargie ou changement de personnalité d'une durée de plus de 24 heures sans autre cause identifiée. Évidemment, si la personne est saoule, ou si la personne est schizophrène, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Et puis des critères mineurs au nombre de 2 ou de 3, 2 pour que ce soit possible et 3 pour que ce soit probable. Donc vous voyez que là on fait dans la subtilité, donc ça peut être une fièvre. Donc premièrement, des troubles, on va dire, cognitifs. Deuxièmement, une fièvre, des crises généralisées ou partielles, des déficits neurologiques, une anomalie du liquide céphalorachidien, une anomalie à l'IRM évocatrice d'une encéphalite et des anomalies à l'électroencéphalogramme. Donc pour faire simple, c'est des dysfonctionnements du système nerveux dans les fonctions cognitives et sensitivo-motrices, avec de la fièvre, et en général, quand on fait une PL, une anomalie du liquide céphalorachidien. Okay, bon, c'est assez évident, mais encore faut-il le savoir. Donc quelles sont les 4 étiologies principales à avoir en tête, entre guillemets? Bon là, si vous ne les dites pas, c'est à désespérer, parce que on a l'impression de répéter 10 fois la même chose. En France, à plus fort, j'entends pas. HSV, d'accord. 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 Non, entérovirus, moins 5. Moins 5, là, on l'a dit 18 fois. Arbovirus, bon, je m'en vais. Là, vous allez fâcher le professeur Nassif parce qu'il vous a parlé quand même des 2 étiologies bactériennes d'encéphalite. Il l'a dit au moins 4 fois. Ah bah quand même. Donc entérovirus, non, c'est pas du tout une cause fréquente d'encéphalite. C'est une cause rare d'encéphalite. C'est une erreur de l'évoquer. Et par contre, c'est la première cause de méningite. Alors, le fait est qu'aujourd'hui, compte tenu que c'est très facile à faire comme diagnostic, on fait systématiquement une recherche d'entérovirus, parce que si c'est entérovirus, c'est important de le savoir, mais ce n'est pas par argument de fréquence. Okay, donc c'est HSV, VZV, c'est tous les deux des herpès viridés, on fait une PCR, c'est des virus à ADN qui sont persistants, qui peuvent donner une encéphalite gravissime, mortelle en l'absence de traitement, qu'on ne peut pas se permettre d'ignorer. Mycobacterium tuberculosis, c'est quand même assez exceptionnel que ça se révèle par une encéphalite, mais évidemment, comme c'est très grave et que si on ne la traite pas, c'est 100% de mortalité, vaut mieux y penser. Et l'Listeria monocytogenes, c'est aussi 100% de mortalité non traitée. Hein. Donc, ok. Voilà, elles sont curables, c'est ce qui est écrit. Donc, ne pas diagnostiquer quelque chose de grave et curable, bah, ça vous emmène devant le tribunal. Hein. C'est aussi simple que ça. C'est la honte. Bon. Vous choisissez entre la honte et la prison. Bon. Non, mais faut pas agir dans la crainte, mais enfin, on rigole un peu là. Vous apprenez que cette patiente est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde traitée par anti-TNF. Alors, qu'est-ce que vous évoquez? Très bien, mais encore. En fait, très souvent, hein, les gens qui viennent à l'hôpital, ils ont déjà pas mal de trucs. Hein.
Donc là, elle a 68 ans, elle a une polyarthrite, elle est immunodéprimée, etc. Donc vous évoquez les étiologies opportunistes dont on a parlé. En fait, c'est quasiment toutes celles dont on a parlé, puisque les anti-TNF, ça favorise les infections à Mycobacterium tuberculosis. Bon, en général, pas sous la forme d'une encéphalite. Ça favorise les infections à Listeria, il y a plein de case reports. Et puis, c'est sûr que ça ne va pas aider à contrôler une infection par VZV ou HSV. Donc, c'est surtout Listeria et Mycobacterium tuberculosis, parce que ça, c'est écrit même, je pense, dans les risques associés aux anti-TNF. Et puis, HSV et VZV, parce que pourquoi pas. Et donc, voilà. Alors, donc, vous avez cette patiente, elle a un tableau d'encéphalite infectieuse. Quels examens prescrivez-vous ? Parce que pour l'instant, vous n'avez rien fait. Il faut que vous me parliez plus fort. Vous avez la possibilité de finir avant l'heure, hein, mais moi, ça dépend de vous. Hein. Alors, donc, on va faire une ponction lombaire, c'est ça ? Ouais. Est-ce que si tu devais écrire ça, est-ce que tu mettrais quelque chose ? Je vais faire une ponction lombaire. Ouais, mais avant. Est-ce que tu es sûr que tu peux toujours... Si par exemple la personne elle est hémiplégique, elle a 39, hémiplégique, elle a des troubles de la conscience, tu vas faire une ponction lombaire ? Un petit scanner, voire même un gros scanner, voire même une IRM si tu es riche. Parce que c'est mieux de faire une IRM, on voit beaucoup mieux. Hein. Donc pourquoi ? Voilà, donc le but, d'une certaine manière je me contredis, l'intérêt là, c'est pas de faire un diagnostic d'encéphalite, c'est de rechercher une contre-indication à la ponction lombaire. Alors après, il y a toute une littérature de savoir est-ce qu'il y a vraiment des contre-indications, l'engagement, machin. En fait, il y a des études qui ont montré que s'il y a des signes ou il n'y a pas de signes, de toute façon, c'est difficile de prévenir l'engagement. Et donc, voilà. Donc de toute façon, le gros problème qui se passe, c'est qu'aux urgences, vous avez du mal à avoir une IRM cérébrale en urgence en général. Vous allez avoir un scanner si possible. Vous allez essayer d'être convaincant auprès du radiologue de garde pour qu'il vous fasse ça avant l'APL. Mais enfin bon, en sachant que s'il n'y a aucun signe de localisation, qu'éventuellement vous avez de quoi faire un fond d'œil et qu'il n'y a pas d'œdème papillaire, vous pouvez tout à fait faire une ponction lombaire. Donc une imagerie cérébrale, une ponction lombaire en absence d'hypertension intracrânienne, une glycémie parce qu'il faut toujours le faire, des hémocultures parce qu'il faut toujours les faire et le reste. Ok ? Alors pourquoi j'ai mis bilan hépatocellulaire là ? Une encéphalopathie. Ouais, d'accord. Parce que n'oubliez pas, hein, le patient qui vient aux urgences, il n'a pas je suis dans le cadre du cours encéphalite, donc j'ai une encéphalite. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Et donc on a tout à fait le droit d'avoir de la fièvre et une encéphalopathie hépatique. Bon. Alors, qu'allez-vous demander au laboratoire de microbiologie ? Vous avez fait l'APL ? Bon là, je craque si jamais vous répondez pas bien. De quoi ? Culture spécifique. Tu trouves ça spécifique comme résumé comme... Donc, alors qu'est-ce que tu vas dire ? Mise en culture sur milieu de Loewenstein, c'est ça que tu voulais dire. Bon, très bien. Recherche de BK. Voilà, recherche de BK au direct et en culture. Quoi d'autre ? Mais non, regardez pas vos notes, enfin. Ça, honnêtement, on a dit 5 fois la même chose. Hein. Ça vous a perdu à force. Non, mais là, tu as commencé par la microbio. Donc, tu nous dis recherche au direct de mycobactéries. Quoi d'autre ? Éventuellement, tu peux les mettre sur la voie. Tu n'as pas besoin de leur écrire, ils connaissent leur boulot, mais tu peux leur dire recherche de listeria. Bon, enfin, ça se cultive très bien, donc ça ne pose pas de problème. Après, qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Vous aurez effectivement la cytologie, la protéinorachie. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Absolument qu'il faut prescrire, parce que si vous ne le prescrivez pas, ce ne sera pas fait. Oui. Mais bon, c'est important pour... Ouais. Pour votre CN, il faut quand même le marquer. Ben voilà, les PCR. Donc PCR quoi ? Parce que PCR, il y en a 400 000. Hein. Ah, là, je dois dire que j'aurais un peu désespéré si vous ne l'aviez pas dit. Alors, donc, j'ai marqué PCR entérovirus, parce qu'effectivement, ça a été l'objet de grandes discussions dans cette conférence de consensus, mais aujourd'hui, on considère que c'est pas mal de le faire, parce que, en fait, ce qui va se passer, c'est que dans 50% des cas, on ne va pas avoir de diagnostic. C'est-à-dire les PCR vont être négatifs pour HSV, VZV, le direct va être négatif, le BK, ça met 3 semaines à pousser, puis en général, ça ne pousse pas, et donc on se retrouve avec rien. Donc, et qu'est-ce qu'on va faire ? J'anticipe sur la suite, on va poursuivre le traitement qu'on a débuté au départ.
qui est un traitement probabiliste, mais qui ne va pas être... Donc si on a un diagnostic rare, mais qui nous permet d'arrêter le traitement, c'est bien. Donc on fait la PCR entéro. Mais bon, c'est très discutable. Ceci dit, est-ce que vous connaissez je fais une digression là, des entérovirus encéphalitogen. Vous avez déjà entendu parler de ça ou pas? Il y a un entérovirus, il y a des centaines d'entérovirus. Hein. Et le chef de file des entérovirus, vous savez ce que c'est? Ah. Est-ce que vous savez ce que sont les entérovirus? Bon, déjà, c'est des virus. Des entérovirus. Des virus entériques, à transmission entérique. Ils sont non enveloppés, ils sont très résistants. Il y a un virus qui est très dangereux, contre lequel vous êtes tous vaccinés, et si vous ne l'étiez pas, il y aurait des boiteux dans la salle. Le poliovirus. Bon, c'est un virus super important, hein, parce que vous ne vous en rendez pas compte, hein, c'est quelque chose qu'on n'apprend plus d'ailleurs en médecine, mais la poliomyélite, c'est gravissime. Hein. Bon, enfin, peu importe. Et donc, il y a d'autres entérovirus, il y en a des centaines, qui ont des tropismes plus ou moins différents pour différentes espèces et différents organes. Mais il y en a qui ont un tropisme neurologique et qui donnent des encéphalites, surtout chez l'enfant. C'est ce qu'on appelle l'entérovirus 71, qui est principalement présent en Asie là aussi, mais qui a fait quelques incursions en France. Et il n'est pas exclu qu'un jour, ça pose des problèmes du type de ceux que pose polio. En fait, quand on a de l'eau propre et qu'on se lave les mains, on n'a pas de polio. Et donc en France, avant même la survenue de la vaccination, je ne devrais pas dire ça parce que les gens vont arrêter de se vacciner, la polio avait très largement diminué. Mais bon, peu importe. Donc entérovirus 71 peut donner une encéphalite même en l'absence d'immunodépression. Mais là, on est dans le cas rare. Puis autre aussi voyage, bon mais ça on ne nous a pas dit qu'elle avait voyagé. Et puis on garde le LCR au congélateur parce que si vous apprenez 3 jours après qu'elle était infectée par le VIH par exemple, qu'est-ce que vous pourriez être amené à regarder dans le LCR? Quoi? Alors s'il y a du VIH, mais bon d'accord, ok, mais quoi d'autre? On en a parlé un peu. Ça a été évoqué. On pourrait évoquer par exemple une méningite à cryptocoque qui peut se présenter comme une encéphalite. On pourrait évoquer une locoencéphalopathie multifocale progressive. On pourrait évoquer une toxoplasmose cérébrale. On pourrait évoquer un lymphome cérébral qui est associé avec une PCR-EBV positive. Bon, là, vous avez un traitement à débuter si le LCR est clair, avec une formule lymphocytaire et une hyperprotéinurie à 1,5 g. Qu'est-ce que vous débutez comme traitement? Vous venez de recevoir ça 1 heure après avoir fait l'APL. Acyclovir, pourquoi? Pour traiter quoi? C'est tout? Ah, ok. Ah oui, et donc, Amox Janta. Parce que là, j'en oublie le cas clinique, mais là, c'est une patiente immunodéprimée qui a clairement des facteurs de risque de listériose. Donc, Amox Janta aux urgences. OK? Non. Parce qu'on n'est pas à 12 heures près aux urgences. Et donc, d'expérience, ça pose plus de problèmes de prescrire des traitements antituberculeux qui vont induire le lendemain matin des troubles. Enfin bon. En plus, souvent, ce qui se passe, c'est que la personne a éventuellement des troubles de conscience, elle ne va pas pouvoir bien prendre les comprimés, ça se prend le matin à jeun. Donc, aux urgences en pratique, bon, ce n'est pas une erreur gravissime, mais il n'y a pas d'indication. Et puis, c'est de toute façon pas un traitement hyper urgent à 12 heures près. OK ? En quelques heures, oui, un peu plus. Donc les traitements, qu'est-ce qu'on vous a dit? Des évidences. Atteinte encéphalitique égale traitement urgent. Donc ça a été montré dans toutes les études. Encéphalite herpétique, plus vous attendez, plus la survie diminue, plus les séquelles sont importantes. Vous savez ce que ça donne au plan anatomique, l'encéphalite herpétique? Parce que le problème, en faisant des QCM, on ne peut pas vous faire tout le cours, par définition. Mais il y a un truc très important à savoir. C'est quoi? Vous n'avez pas vu? Vous avez pas... L'atteinte bitemporale. Donc ça fait nécroser les lobes temporaux. Donc les lobes temporaux, vous regarderez votre neurologie, ça sert un peu à quelque chose. Vous avez une nécrose, ça part en... Voilà. Et donc plus vous attendez de débuter le traitement, plus vous avez les lobes temporaux qui vont se nécroser. Donc ce n'est pas une bonne idée. Méningite virale bénigne, des antalgiques et des antipyrétiques. La méningoencéphalite herpétique ou VZV acyclovir, la listériose QS et la tuberculose QS, si ce n'est que pour la tuberculose,
l'absence d'infection par le VIH, il y a une indication à donner des corticoïdes. Donc là, vous voyez que c'est un peu compliqué les corticoïdes parce qu'il va être contre-indiqué en cas d'HSV-VZV, contre-indiqué en cas d'infection à l'hystéria, indiqué de façon certaine en cas d'encéphalite tuberculeuse, mais en l'absence d'infection par le VIH. Pourquoi? Parce que les corticoïdes sont un traitement immunosuppresseur et que donc si ça aggrave l'immunosuppression et que ça aggrave l'infection en même temps, c'est un problème. Alors les traitements, c'est un peu en vrac, mais primo-infection VIH, évidemment, c'est une indication à débuter un traitement antirétroviral. Vous savez de toute façon qu'aujourd'hui, les traitements antirétroviraux, on les débute le plus tôt possible pour diminuer la taille des réservoirs. Les anticonvulsivants en préventif ou en curatif, l'équilibration hydroélectrolytique, la surveillance en réanimation si gravité. La prévention, c'est quand même important. Donc le BCG, vous savez qu'il est plus fait en première intention en France, tout venant, il est fait dans des zones de forte incidence de la tuberculose, enfin de forte incidence relative. Il a surtout été démontré comme étant efficace, je ne sais pas si Xavier sera d'accord, dans la prévention des méningites tuberculeuses et des complications neurologiques. Ça ne prévient pas tellement la tuberculose pulmonaire. Donc c'est une prévention, en tout cas dans les zones à forte endémie tuberculeuse, des infections du système nerveux central qui sont associées à une gravité importante. Oreillons et maladies éruptives, ça c'est le ROR, au cas où il y aurait des sceptiques parmi vous pour cette vaccination. La polio, on en a parlé. Alors là, il y a les cas particuliers d'exposition à l'Leptospira, à l'encéphalite attique dont on a parlé, à la rage, à l'encéphalite japonaise. Ça va être des voyages, des professions particulières. Vous savez à quelle profession on propose le vaccin contre la leptospirose? Les avions. On ne vaccine pas les avions. Alors, les gens qui voyagent, éventuellement, je pense, oui. Mais c'est juste en passant, quoi. C'est le truc dont on se souvient parce qu'on ne s'en sert jamais. C'est la maladie des éboueurs. Des égoutiers, oui. Des égoutiers. Parce que c'est transmis par la pisse de rat. D'accord ? Et alors, vous savez qu'il y a plein de rats à Paris. Non, mais en revanche, ce qui est très important, et ça, souvenez-vous-en, il ne faut jamais se baigner dans un lac, dans de l'eau douce, surtout en zone tropicale, entre autres choses. Ça amène pas mal de parasites, mais aussi la leptospirose. Et on peut en mourir de la leptospirose. Si on ne fait pas le diagnostic, ça se traite par la PNIG, mais si on ne fait pas le diagnostic, on peut en mourir. On en voit quelques fois, c'est grave. La rage, QS, etc. Le suivi d'infection par le VIH, la prévention primaire de la listériose, on en a beaucoup parlé. C'est juste qu'il ne faut pas manger des aliments contaminés. J'en profite juste pour dire, on a parlé de la femme enceinte par la listériose. La femme enceinte ne fait pas d'infection méningée à l'hystéria. Donc c'est deux problèmes différents. C'était bien montré sur le graphe qui a été montré. Les éléments à éviter, c'est les aliments qui sont très largement contaminés. Juste, je vous le dis en passant, mais en Afrique du Sud, où il n'y avait pas de surveillance de l'hystéria dans les aliments, ils viennent de se faire une épidémie avec 800 cas. Donc, bon. Les règles d'hygiène, vous verrez ça, c'est pas très bon. Et puis, les conclusions, donc c'est un petit résumé. Il faut toujours avoir en tête en maladie infectieuse, et dans ce cas particulier, le contexte épidémiologique, tenir compte des données cliniques, faire des examens complémentaires, d'une part en urgence, d'autre part en seconde intention. Et puis, s'il y a des signes d'atteinte parenchymateuse, pensez au diagnostic dont on a parlé, parce qu'ils sont tous curables, y compris cette cryptococose. Donc, juste pour finir, la cryptococose, vous savez ce que c'est? C'est dû à quel pathogène? Un champignon, plus précisément. Cryptococcus, qui est une levure. La levure, c'est beaucoup plus gros que les bactéries. Si on ne dit pas aux microbiologistes de regarder, ce n'est pas le même objectif, on peut le louper. En plus, il faut des colorations spéciales à l'encre de Chine ou autre. Donc c'est un diagnostic qu'il faut absolument évoquer parce que si on ne le traite pas, le malade va mourir. Et si on le traite, il va guérir. Donc c'est important. Pas toujours, mais enfin souvent. On essaie. Après, ça dépend qui le prend en charge. Ok, donc on a fini. Alors maintenant, on répond à toutes vos questions. Arrêtez l'enregistrement. Voilà. Attention, vous allez arrêter l'enregistrement. Je dis oui, fin de l'enregistrement. Est-ce que vous avez des questions ?